Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouveau séminaire de l'écosystème de la propriété intellectuelle. Ce soir, nous avons une conférence dédiée aux stratégies de propriété intellectuelle des entreprises. Cette conférence sera animée par France Brevet. Alors, c'est la première fois finalement que j'introduis plus la structure que les intervenants, ou à tout le moins dans un premier temps la structure avant les intervenants. Donc, France Brevet, qui sera sans aucun doute présentée, est une entreprise au service de la valorisation et de la protection des innovations technologiques françaises. La mission de France Brevet est d'accompagner les entreprises dans la valorisation de leurs innovations par la structuration de leur propriété intellectuelle et par la défense de ces droits à travers le monde. Il faut savoir que France Brevet est une jeune structure. On fête d'ailleurs, sauf erreur de ma part, les 10 ans cette année. C'est une structure qui est détenue par l'État et la Caisse des dépôts, mais encore une fois, tout ceci sera expliqué bien mieux que moi dans les minutes qui suivent. Donc, nous avons 3 intervenants ce soir. Nous avons tout d'abord Didier Patry qui interviendra, qui est le directeur général de France Brevet. Il faut savoir qu'avant de rejoindre France Brevet en 2016, Didier Patry était directeur des affaires juridiques pour Eaton Aerospace Europe et directeur des affaires propriété intellectuelle pour le groupe Eaton qui a son siège à Dublin. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de son CV puisque ça prendrait sans doute un peu trop de temps, mais sachez que c'est un acteur incontournable aujourd'hui de la propriété intellectuelle. En 2016, il a notamment été reconnu comme figurant dans le top 40 des IP Dealmakers, un classement qui a été établi par IAM. Il faut savoir aussi que M. Patry est un ancien diplômé du CEPI et à ce titre, on est évidemment ravis de pouvoir l'accueillir ce soir puisque ça démontre une fois de plus que la grande famille du CEPI est quelque chose d'omniprésent et surtout, une fois qu'on a participé au CEPI, participé aux formations du CEPI, eh bien, on a toujours plaisir à y revenir. Ensuite, on aura l'occasion d'écouter Charles Roger, qui est chargé d'affaires et responsable du programme d'alliance sectorielle. Charles Roger possède une expérience croisée entre la R&D technologie et la valorisation de l'innovation. Il est issu d'une formation technique, ingénieur Polytech Lyon, puis il a un doctorat en sciences des matériaux au CEA de Grenoble. Il a développé une connaissance de la R&D dans de grands groupes, Saudi Basic Industry Corporation aux Pays-Bas notamment, mais aussi dans des startups technologiques. Alors, Monsieur Roger est également diplômé, là aussi, du CEPI, puisqu'il a participé au MIPLM, c'est le Master 2 Management de la propriété intellectuelle. Il est diplômé de la promotion de 2019, donc une fois de plus, quelqu'un qui appartient à la famille du CEPI. Et puis, enfin, j'ai le plaisir de vous présenter Yves-Marie Hervaux, qui est chargé d'affaires et analyste, lui aussi ancien du CEPI, puisqu'il a participé non seulement au DU brevet d'invention, mais j'ai eu le plaisir de l'avoir en tant qu'étudiant dans le DU marque, dessins et modèles. Il possède une solide expérience en recherche scientifique, complétée par une formation en droit des brevets qui l'a conduit vers l'analyse, le développement et la valorisation d'actifs de propriété industrielle. Alors, on a une conférence qui sera, je le crois, extrêmement riche et dense, et on a des sujets d'actualité, je pense, qui pourront être traités ce soir, peut-être en marge de cette question des stratégies de propriété intellectuelle des entreprises, mais cette actualité est brûlante, donc ce sera l'occasion d'en discuter avec des experts. Donc, merci à vous 3 d'avoir accepté de participer à ce séminaire, et je vous souhaite donc à toutes et à tous un excellent séminaire. Merci Yann, merci de nous accueillir. Donc effectivement, on est tous les 3 diplômés du CEPI. Le CEPI est un lieu pour nous qui est important pour nous, puisqu'on le porte haut dans notre cœur, à tel point que moi j'ai eu le privilège d'ailleurs d'y rencontrer mes 2 femmes. Alors pas en même temps, l'une après l'autre, mais le fait est que en fait on s'est rencontrés, on était tous très jeunes, et en fait je me suis marié avec une, j'ai divorcé et après je me suis marié avec l'autre. Comme quoi, il peut se passer beaucoup de choses au CEPI et des événements merveilleux. Surtout apprécier les qualités culinaires de l'Alsace et la Flammekuche que je nommerai en tête et que je goûte régulièrement, malheureusement pas authentique, mais que je vais acheter un ersatz chez Franprix. Donc, on va essayer de vous parler de propriété intellectuelle et de sujets qui nous taraudent. C'est évidemment notre passion. On va vous présenter nos activités et puis un ensemble de sujets qui sont importants pour nous. On va vous parler des missions et des programmes de France Brevet, d'éléments d'économie. Il faut savoir que surtout ce qui est important dans nos activités, c'est de mettre en lien propriété intellectuelle et économie, et d'éléments de menace, de collision, de pression sur les marges, de management stratégique. C'est Charles qui s'en occupera. On a développé donc 6 options stratégiques qu'on va vous présenter, qu'on va développer pour vous, surtout pour les entreprises. On parlera de pertinence des brevets, de quantité contre ou du moins par rapport à la qualité,
Et puis ensuite, Yves-Marie vous parlera de construction ou d'acquisition de brevets. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on source de la propriété intellectuelle à l'interne ou plutôt est-ce qu'on va en acheter à l'externe? Et puis un cas spécifique qui est le cas de la 5G qu'on a assez lourdement traité, pour lequel on a fait un ensemble de recherches. Alors, les missions et les programmes de France Brevet. D'abord, la structure. Et quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on est une société, certes, mais un peu particulière. Donc, on est une SAS, mais avec en tout cas une particularité, c'est qu'on a deux actionnaires qui sont un peu spéciaux. Le premier, c'est l'État français, et le deuxième, la Caisse des dépôts, qui n'est ni plus ni moins que la banque de l'État. Et l'élément le plus important, ou je dirais la tutelle, si on peut l'appeler ainsi, c'est pas vraiment dans ces termes, mais ça y ressemble, c'est pour nous le SGPI, donc le Secrétariat général pour l'investissement, qui est un des services du Premier ministre. Alors, effectivement, en ce sens, on est une structure aussi d'influence, puisqu'on a des connexions très étroites avec l'État. D'abord, les services du Premier ministre, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, je prends des décisions jusqu'à une certaine mesure, jusqu'à un certain point, et ces décisions, pour certaines, doivent être revues et approuvées, ni plus ni moins, soit à l'époque par Édouard Philippe et aujourd'hui par M. Castex. Donc, il y a des connexions qui sont assez proches. Les autres structures avec lesquelles on travaille beaucoup, c'est la Direction générale des entreprises qui dépend de Bercy, la Direction du Trésor, là c'est Bercy directement, et le ministère de la Recherche. Alors, on a trois activités principales qui ont un sens par rapport aux entreprises et vous comprendrez pourquoi elles ont un sens. La première, c'est de construire des portefeuilles de brevets au travers d'un programme qu'on a appelé la fabrique à brevets, ou en anglais Patent Factory. Et pourquoi est-ce qu'on a monté ce programme? Et on vous en donnera des détails plus tard. C'est tout simplement de la part d'un constat qui a été fait, d'études qui ont été faites, entre autres, avec l'École des mines et entre autres avec Yann Meunière, qui aujourd'hui est Chief Economist à l'Office européen des brevets. C'est que la France n'est pas très bien placée quand il s'agit de portefeuilles de brevets pour ces startups ou ces PME. Donc, on peut mieux faire. Et une des difficultés, c'est de trouver des moyens. Une des difficultés, c'est d'inculquer une stratégie aux start-upers, aux patrons d'entreprise. C'est bien pour ça qu'on a constitué ce programme. Après, défense. On a aussi constaté que les Français ou les sociétés françaises n'étaient pas les mieux placés sur les marchés lorsqu'elles étaient en posture, je dirais malheureusement, de confrontation avec des groupes étrangers ou des sociétés étrangères, et que si certaines avaient des brevets ou de la propriété intellectuelle, elles n'étaient pas toujours aptes à se défendre dans le cas d'agression. Donc ce programme d'alliance stratégique est là pour organiser cette défense et pour faire de sorte que les sociétés françaises les plus prometteuses ne prêtent pas le flanc à des agressions extérieures et en fait ne soient pas sous le coup d'attaques qui pourraient très bien les mettre à genoux. Et puis le troisième volet, c'est le volet d'expertise. Ça, c'est la partie consulting ou coaching ou conseil. Aussi la partie monétisation. Des sociétés nous demandent de les aider pour valoriser leur propriété intellectuelle, soit ne serait-ce que faire une évaluation. Quel est le prix de ce portefeuille de brevets, par exemple? Comment est-ce que je peux faire pour en tirer des revenus? Aidez-moi à construire un programme de licence pour qu'en fait je puisse tirer des moyens, de l'argent, du cash, des revenus nets qui vont m'aider à croître, qui vont m'aider à pivoter. Donc voilà, ce sont nos trois activités principales. Je vais vous parler rapidement de la FAB, donc le premier volet, la fabrique à brevets, qu'on considère vraiment comme un booster pour structurer les brevets d'une société, a priori plutôt une start-up ou une PME. Donc, le problème qui est constaté, c'est qu'en fin de compte, beaucoup de PME ou start-up n'ont pas assez de brevets. Pourquoi est-ce qu'une start-up en a besoin? D'abord pour lever des fonds, c'est le premier élément. Et ça, c'est, je dirais, pour toutes les startups, quel que soit le domaine. C'est très vrai pour la santé, mais c'est aussi vrai pour d'autres domaines. Vital. Au travers de ce programme, on est capable de multiplier entre 2 et 3 le nombre de brevets qu'une startup aurait eu sans le programme. Pourquoi? Parce qu'on met de l'argent à disposition. Nous payons les frais de brevet de la société pendant 1 à 2 ans. Nous prenons tout à notre charge. Frais d'identification, frais d'analyse, de rédaction, de dépôt, de procédure pendant 1 ou 2 ans. Et ensuite, la société nous rembourse. Donc, c'est ce qu'on appelle techniquement une avance remboursable. Plus de qualité.
Le constat aussi, c'est que malheureusement, les directeurs de start-up n'ont pas toujours une très bonne idée, une très bonne vision de comment construire un portefeuille de brevets. Et nous, notre philosophie à nous, c'est que ce qu'il est bon de breveter n'est pas nécessairement ce qui est le plus brevetable. On pourra en parler en détail au cours d'un autre séminaire, mais l'expérience montre que ce ne sont pas les brevets qui consacrent les solutions technologiques les plus complexes qui sont les brevets les plus impactants. D'ailleurs, si vous faites une analyse sur le conflit Apple-Samsung, vous constaterez que les brevets Apple qui ont été utiles pour condamner Samsung à quelque chose comme 500 millions de dommages et intérêts, ce sont les brevets souvent les plus simples. Entre autres, le Swipe to Unlock qui ouvre la fenêtre, ou à l'époque c'était le cas, sur une certaine génération d'iPhone. Donc, quelque part, c'est quoi un brevet de qualité? Question fondamentale. Et donc, ce n'est pas forcément ce qui émane directement de ces structures de R&D, ce n'est pas forcément ce qui consacre les solutions technologiques les plus complexes. Il y a donc une réflexion à avoir sur qu'est-ce que je brevette en fait. Plus de stratégie, pourquoi c'est important? Parce que quand le start-upper va chercher des fonds, quand il va chercher des investisseurs, eh bien lui-même doit être capable de s'accaparer la stratégie de propriété intellectuelle. Et ça, les investisseurs le captent, ils le sentent, ils le comprennent. Donc cette acculturation, elle est vitale. Donc on travaille vraiment avec le top management de la startup, avec la direction générale, et on les coach et on les aide à formuler leur stratégie. Plus d'attractivité, on a compris que plus une boîte a de bons brevets, plus elle est attractive, plus elle a de leviers dans les affaires. Si une startup veut monter un partenariat avec un grand groupe, elle n'a pas d'autre choix que d'avoir au moins une position forte en propriété intellectuelle parce qu'elle est quand même dans un rapport de force qui est le marché, elle sera plus résistante avec de la bonne propriété intellectuelle. Je ne vais pas aller dans le détail du programme, je vous laisserai ensuite lire cette slide, mais sachez que l'enveloppe qui est consacrée est de l'ordre de 70 000 € par entreprise, ce qui est quand même pas mal d'argent déjà, et l'objectif moyen, c'est de développer 5 demandes de brevets, 5 familles de brevets par startup. C'est à peu près l'objectif que l'on a. Un exemple typique, c'est Energy Square. C'est une très belle startup qu'on a accueillie dans le programme. Cette technologie, c'est une technologie de recharge par conduction, pas par induction, mais par conduction. Donc, il faut qu'il y ait un contact physique entre l'appareil et la plaque de recharge que vous voyez sur ce dessin. Pourquoi c'est une bonne techno? Parce qu'il y a moins de pertes. Hein. Par induction, il y a nettement plus de pertes. On dit qu'on capte que 30% de la valeur de l'énergie quand on est par induction, ce qui est différent par conduction. Donc, dans une économie où on a envie d'être un peu plus green et de faire quelque chose pour la planète, c'est quand même un peu mieux. Et on a développé un ensemble de brevets pour cette société qui ensuite a été primé au CES Las Vegas et qui a trouvé ses fonds et qui maintenant a mis sur place de très belles collaborations, dont une avec Lenovo, que vous connaissez. C'est donc pas rien quand on est une petite start-up qui a été incubée à Mines Telecom ou Télécom Paris Tech, et d'un seul coup se retrouve en business quelque part avec Lenovo. Donc voilà l'évolution de la société, une très belle évolution dont on est tous très fiers aujourd'hui, et on a beaucoup suivi cette boîte et on l'a beaucoup aidé et on l'a beaucoup coaché. Un autre exemple, c'est 7Hugs. 7Hugs, c'est une commande à distance assez lookée, on va dire ça comme ça. Très beau design, vendu au MoMA à New York, entre autres. Et 7Hugs avait besoin de s'étoffer en matière de brevets, c'est ce qu'on a fait pour eux. Et il n'y a pas il y a quelques temps, ils ont été rachetés par une très grande société, donc ils ont fait ce qu'on appelle une très belle exit. Maintenant, notre partie IP for Business, donc la partie monétisation, expertise. Donc là, c'est vraiment le volet monétisation et on vous donne ici des informations sur la partie, un de nos grands programmes, qui est le programme de licence NFC. Donc NFC, c'est Near Field Communication, donc c'est la communication sécurisée courte distance. C'est la techno qui, entre autres, permet à un téléphone de communiquer avec une base et qui fait que vous pouvez utiliser Apple Pay, Huawei Pay ou Samsung Pay. Donc cette techno est en partie française, en grande partie française,
Il y a une petite quinzaine d'années, un groupe d'ingénieurs chez Gemalto ont dit un jour, on ne paiera plus avec la carte. Un jour, on paiera avec son téléphone. Et Gemalto n'y a pas cru, a pensé que c'était une blague. Ces ingénieurs, en fait, ont décidé de créer leur société. Ça a donné une société qui s'est appelée Inside Secure, société française, comme son nom l'indique. Et ils ont développé beaucoup de brevets. Ils sont partis avec une ingénieure brevet. Et donc, ils ont fini avec un très beau portefeuille. Et cette société, à un moment donné, a souhaité transformer sa stratégie dans le cadre d'un pivot, dans le cadre d'une transformation, et ouvrir leur portefeuille brevet pour générer des revenus. Et donc, c'est ce qu'on a fait pour eux. Donc, on a été mandaté par cette société, pas qu'elle uniquement, puisque d'ailleurs, dans ce portefeuille, il y a aussi des brevets d'Orange. Donc, on a fait une agrégation. Nous, on a aussi acheté des brevets sur le marché pour avoir un portefeuille plus complet, plus cossu. Et là, voilà une liste des licenciés. Alors, tous ne sont pas sur cette liste parce qu'on est contraint, malheureusement, à des obligations de confidentialité. Mais vous voyez quand même de très beaux noms comme Samsung, Sony, LG, HTC, Huawei, Canon. Il y a plein d'autres très grandes sociétés, dont notamment des leaders mondiaux dans le domaine de l'impression, dans le domaine des imprimantes, et d'autres. Il y en a une qui, malheureusement, est toujours difficile, qui fait des smartphones aux États-Unis, sur la côte ouest. Et elle, malheureusement, on a dû entrer en contentieux avec elle. Il faut dire, et là, c'est toute une stratégie et toute une philosophie. Cette société américaine a pour philosophie ce qu'on appelle le efficient infringement, qui veut dire qu'il est plus rentable quelquefois de contrefaire que de payer des licences. Donc, je vous laisserai réfléchir au bien fondé de cette position. Mais c'est la situation aujourd'hui. Toujours est-il que le programme, globalement, a plutôt bien marché. Il a ramené beaucoup d'argent à la société française pour laquelle on travaille, à cette PME qui a pu faire sa transformation, qui a pu grandir et qui a pu évoluer dans d'autres domaines. Donc ça fait partie de notre job. On a aussi pu mettre sur pied de belles collaborations avec, entre autres, Qualcomm, dans le cadre de programmes de licence, dont je ne peux pas révéler tous les éléments. Mais ces tractations nous ont amené en fait à convaincre Qualcomm d'investir en France. Et donc, ce contrat a fait qu'il s'est transformé et il est devenu un contrat de financement de la recherche française. Et donc aujourd'hui, Qualcomm a un contrat de collaboration avec Eurecom, qui est une école de l'Institut Mines-Télécom, de l'IMT. Et ensemble, ils font du développement de brevets 5G. Des brevets 5G, d'ailleurs, en sont sortis de cette collaboration et ont été soumis aux standards 5G. Donc, c'est quelque chose d'important parce que ça veut dire que la France est perçue comme une terre d'attractivité. Ça veut dire qu'on est perçu comme ayant de belles technologies, de beaux laboratoires de recherche. Et donc, on compte. La France peut compter. Et ça, c'est vital. Quand on en arrive là, c'est important. Alors, les alliances stratégiques. Donc ça, c'est la partie défensive. On a traité la partie offensive. Maintenant, c'est la partie défensive. Donc, comment faire pour se défendre quand on aborde un marché, on est installé sur ce marché, on fait du chiffre d'affaires et d'un seul coup, on se prend une attaque en contrefaçon qu'on n'a pas vraiment vu venir et qui assèche sa trésorerie. Juste pour donner un exemple ou une dimension du problème, on a un cas français un peu critique. Supersonic Imagine, très belle société du domaine de l'appareillage médical, très belle technologie. La technologie est tellement belle d'ailleurs que les deux inventeurs, un qui s'appelle Matthias Fink, sont listés pour être inventeurs européens de l'année, cette année. Donc, c'est l'imagerie médicale haute vitesse, haute résolution. La société a été incubée à l'ESPCI. Elle a été montée, financée. Elle s'est très bien développée. Elle avait une trentaine de brevets. Elle a commencé à vendre aux États-Unis. Et au moment où elle a atteint 25 millions de chiffre d'affaires, elle s'est fait harponner, on va appeler ça comme ça, dans un très mauvais procès aux États-Unis. Ça lui a coûté beaucoup d'argent. Ce coût a asséché sa trésorerie et en fait, elle a été contrainte de se vendre à un grand groupe américain. Alors, tout ça, c'est pas terrible. On peut demain être vendu à un groupe américain. Nous, on est heureux d'avoir vu Seven Hugs se vendre, sauf que Seven Hugs s'est vendu au prix fort. Supersonic Imagine s'est pas vendu au prix fort puisque c'est 180 millions d'investissements qui sont partis pour 35. C'est pas vraiment un bon deal. Et tout ça à cause d'un mauvais procès dans un mauvais contentieux aux États-Unis
sur la base de droits de propriété intellectuelle. Donc, il faut se défendre. Et l'idée, là, en fait, c'est de mettre des entreprises ensemble, c'est faire de sorte qu'on rééquilibre les rapports de force, parce que malheureusement, on a un déséquilibre de nature tout à fait systémique entre la France et les États-Unis. Une société française qui commerce aux États-Unis, par définition, est en porte-à-faux dès le début, et dès le début est en déséquilibre par rapport à ses homologues américains. Donc, il faut rééquilibrer les rapports de force. Il faut créer des mécanismes de dissuasion, parce qu'une start-up, ou même une PME, est vue comme une proie facile. Il faut mieux préparer aussi ces startups, ces PMI, ces PME, ces ETI. Le cas Supersonic est extrêmement instructif. La société avait 30 brevets, elle a été prise de court dans ce procès, elle n'a pas été capable de se préparer, elle a tenté de répondre dans une action contre-offensive en France, elle a été déboutée de son action. Donc elle n'a pas pu répondre avec ses brevets. Dommage. Il faut développer des parades, absolument, contre cette asymétrie systémique entre les deux marchés, parce que si on ne fait pas ça, alors qu'on s'apprête à mettre beaucoup d'argent dans le cadre d'un plan de relance, on annonce à peu près 100 milliards pour le plan de relance, ça veut dire que la France va contribuer, va investir, va subventionner des startups. Et c'est vrai qu'on est une startup nation, sauf que ces startups, demain, vont tomber au combat, malheureusement, et vont être arrachés à notre affection. C'est quand même un peu dommage. Ce n'est pas ce qu'on veut voir se produire. Et puis, on veut rompre l'isolement des PME. Alors ça, c'est un drame. C'est-à-dire qu'une PME qui est comme ça dans un conflit de cette nature, la direction de la société, même si elle est encadrée de très bons avocats, en fait, est perdue. Elle se sent très isolée, elle a besoin d'assistance, elle a besoin de prendre de la hauteur. C'est beaucoup de temps perdu, c'est beaucoup de préoccupations, c'est beaucoup de soucis, c'est beaucoup d'angoisse. Il faut rompre cet isolement et il faut faire que les startups, à ce moment-là, se parlent, qu'elles échangent, que les directeurs, que les start-upers discutent entre eux et qu'ils trouvent je dirais un environnement bienveillant, aimable, qui puisse les aider, qui, en dehors de leurs avocats, sur le plan business, à prendre des décisions business. Alors, notre idée, c'est quoi? C'est de créer un phénomène de masse. Notre idée, c'est de mettre ensemble des entreprises d'un même secteur, qu'elles se regroupent. C'est une idée de solidarité. Donc, ensemble, on fait face à l'ennemi, parce qu'on regroupe nos brevets, et de ce fait, on présente une masse beaucoup plus importante. On agrège de ce fait des volumes de brevets. Et l'idée, c'est de mettre à disposition des plus vulnérables, ou aussi des sociétés à plus fort potentiel, des brevets des autres, des brevets de l'Alliance. Ce projet est appelé Alliance stratégique. Et puis, éventuellement, si on voit des portefeuilles disponibles sur le marché, eh bien, on peut les acheter. Aujourd'hui, les brevets se vendent, vous le savez très bien, il y a des volumes extrêmement importants d'échanges, et c'est un petit peu dommage de les laisser passer, surtout quand il y a des ventes importantes dans les mains de ses concurrents. Et puis, ça permet aussi de se préparer. Donc, une alliance de ce type est en mesure de sélectionner les meilleurs brevets de l'alliance pour préparer une contre-offensive si une des startups est harponnée dans un mauvais procès à l'étranger pour être en mesure de répondre contre la société qui a agressé. Donc voilà à peu près notre programme. Ici, ce sont les différents paliers, les différentes étapes du programme. Ce qu'on prévoit en 2021, c'est un lancement, en tout cas des 3 premiers paliers. On va essayer même d'aller jusqu'à, si possible, les 5 premiers, donc d'aller jusqu'au développement de brevets. Les premiers paliers, ce sont des paliers simplement de club. On se met ensemble, on discute ensemble, on échange des informations. Éventuellement, on mène des actions préventives contre des brevets qui sont menaçants. Après, on peut mutualiser des brevets. Donc, des sociétés les plus grosses qui peuvent contribuer aident les plus petites. Éventuellement, et ça c'est l'étape 4, on peut acheter des brevets. Étape 5, on peut en développer. On fait à ce moment-là de la fabrique à brevets, ce qu'on sait très bien faire, de la patent factory. Et puis ensuite, le futur, étape 6, on peut commencer à donner des licences aussi à un écosystème de proximité pour permettre à d'autres startups, éventuellement, si elles n'ont pas assez de propriété intellectuelle, de prendre des licences, ce qui peut aussi rassurer des investisseurs. Et puis, on peut développer des systèmes assurantiels. Ça, c'est l'étape 7. Aujourd'hui, il n'y a pas d'assurance avec une prime raisonnable et une couverture raisonnable, ce qui veut dire que les PME et startups françaises n'ont pas accès à des assurances, alors que dans d'autres pays, elles ont accès. Et puis, à la fin, on peut aussi monter des actions anti-contrefaçon, c'est-à-dire que si une startup ou une PME est contrefaite et voit son marché cannibalisé par des sociétés extérieures, eh bien on peut
la coalition, l'alliance peut l'aider à ce moment-là dans une action en contrefaçon. Quelques éléments de réflexion sur la relation entre propriété intellectuelle et économie. Et les sujets sont largement d'actualité. Quelle est la place des brevets et de l'API dans la souveraineté nationale? Comment se place la France vis-à-vis de ses partenaires? Et comment pouvons-nous faire pour aider nos entreprises? Alors, certaines déclarations de Bruno Le Maire ne vous ont pas échappé, hein, elles vont complètement dans ce sens, hein. L'idée, c'est d'acquérir un minimum d'autonomie opérationnelle ou d'indépendance économique. Tout ça, ça s'appelle la souveraineté, et la propriété intellectuelle joue un rôle important. Les analyses qu'on a faites sur le sujet ne sont pas forcément bonnes. Malheureusement, quand on regarde la place de la France par rapport à ses dépenses en R&D en pourcentage du PIB versus le nombre de brevets par habitant, on n'est pas au top. On est très à la fin des gros et on est au début des plus petits. Mais ce n'est pas bon. La France peut mieux faire. Avec nos capacités de recherche, avec les investissements que l'on fait, on devrait faire un tout petit peu mieux. Les analyses que l'on a faites dans le domaine du numérique, par exemple, ne sont pas bonnes non plus. Là, on voit les volumes de brevets détenus, ce sont les familles de brevets, hein, notamment par les Américains d'un côté ou les Chinois de l'autre. IBM, 35 000 familles de brevets, Amazon, 8 000 par exemple, c'est gigantesque. Le plus gros breveté français dans le numérique n'est pas là. D'accord? Donc, on a un problème de chiffres, on a un problème de volume. À peu près la même chose dans les batteries. La France a annoncé un plan batterie de 800 millions. Comme on peut le voir, on est très en retard. Les Asiatiques sont vraiment très en avance. LG Chem, société coréenne, a 2846 familles de brevets dans le domaine des batteries. Vous voyez, le plus grand, c'est le CEA en France avec 200. On n'est pas exactement dans les mêmes échelles. Donc, il faut qu'on fasse beaucoup mieux. Alors, une autre de nos missions, et vous l'avez compris, nous, c'est de tenter de maintenir les équilibres pour garantir la paix économique. En fait, France Brevet ne veut pas la guerre, nous voulons la paix, et nous voulons que les sociétés françaises puissent commercer, vendre, fabriquer, exporter, importer paisiblement. Paisiblement au sens économique du terme, hein, c'est-à-dire sans anicroche, sans se faire agresser et sans, je dirais, faire face à des positions abusives de droit de propriété intellectuelle. Alors, ce n'est pas toujours facile. Et là, encore une fois, on a fait une petite copie d'un élément d'actualité qui est le conflit entre LG Chem, la société qui possède beaucoup de brevets dans les batteries, dont on parlait il y a 2 secondes, et SK Innovation. Les deux ont eu un différend assez fort, il n'y a pas très longtemps, et elles se sont battues aux États-Unis. Ce sont 2 sociétés coréennes, hein, elles se sont battues aux États-Unis, et en fait, elles viennent de se mettre d'accord sur une transaction à 1,8 milliard, ce qui est beaucoup d'argent, pour enterrer la hache de guerre. La situation est telle que Joe Biden lui-même est intervenu, puisque SK Innovation a fait beaucoup d'investissements sur le territoire américain. Alors, quand on apprend que, évidemment, la France met 800 millions sur la table pour créer des usines, pour faire des batteries, qu'on apprend que Renault aussi, de son côté, veut faire des batteries, et peut-être souhaite le faire en collaboration avec LG, on comprend pourquoi. Et là, on comprend ce que veulent dire les rapports de force, on comprend ce que veulent dire les alliances, on comprend ce que veut dire tenter de rééquilibrer des rapports de force qui sont déséquilibrés. Tout ça, c'est la paix économique. Et puis, on est quelquefois, malheureusement, sur la scène un peu géopolitique. Ça, c'est le jour où France Brevet annonce la conclusion d'un contrat de licence avec Huawei sur la technologie NFC. Le jour de cette annonce était plus que sensible, parce que c'est le même jour où Emmanuel Macron, à Vivatech, une demi-heure plus tard, précise la position de la France vis-à-vis de sa philosophie d'achat d'équipements telco Huawei. Donc vous comprenez que l'annonce de France Brevet ne peut pas être faite n'importe comment, sous n'importe quelle forme, et qu'il y a une coordination là, qui est super importante, parce qu'on s'appelle France Brevet. Donc on s'exprime quand même sous le nom du drapeau français. Alors, on parlait de marge tout à l'heure, et de relation de la propriété intellectuelle et de l'économie. Je dirais que dans des stratégies de guerre et des stratégies de collision et de confrontation, le plus gros problème pour les entreprises aujourd'hui, c'est la marge. Ce sont les pressions sur la marge. Vous avez devant vous une étude qui a été faite avec un outil qui s'appelle PatentSight, qu'on utilise beaucoup, un outil d'intelligence artificielle, et qui nous montre ce que peuvent être les rapports de force et des déséquilibres entre Huawei et d'autres entités et d'autres structures. Donc, c'est la position de Huawei par rapport aux autres.
Est-ce que Huawei est exposé par rapport aux autres ou est-ce que Huawei est dominant par rapport aux autres? Et deux cas intéressants, c'est Ericsson et Interdigital. Comme vous voyez, euh, ou même Nokia plutôt, le bouton n'est pas bon, il est rouge dans le cas de figure. Ça veut dire qu'en fin de compte, ici, Huawei est exposé. Et en fin de compte, cette situation s'est avérée être vraie. Je vais juste essayer de tenter de revenir en arrière, si les flèches me le permettent. La situation, elle est que, en fin de compte, Nokia et Interdigital ont conclu 2 accords de licence avec Huawei. Le premier accord de licence avec Nokia, il porte sur une valeur à peu près de 100 millions d'euros par an que Huawei doit payer. Et Interdigital, le chiffre n'est pas révélé, mais il est assez significatif. Qu'est-ce que cette étude montre? Cette étude montre qu'une entreprise doit prévoir aujourd'hui quelle est sa position dans son écosystème et quel est le rapport de force avec ses concurrents. Et donc, il y a dans ce cas-là une pression sur la marge. Et cette pression ne va pas s'arrêter, elle ne va faire que grandir. Elle va s'inverser, puisque Huawei maintenant est majoritaire en volume de brevets dans le standard 5G. Ce sont donc ses concurrents qui demain probablement vont payer. Alors, d'autres constats, forte pression sur les marges et confrontation et collision à l'horizon. Quelque chose qui est certain, c'est que l'industrie américaine de la tech utilise l'API de façon extrêmement agressive, intensive et de façon très sophistiquée. Les Chinois ont emboîté le pas aux Américains. Les Américains n'ont pas arrêté de leur dire « changez votre système de propriété intellectuelle ». Ils les ont écoutés, ils les ont mis en œuvre, ils ont changé leur système judiciaire, ils ont déposé des brevets en masse. Nous, Europe, ou en Europe, sommes exposés aux deux, à vrai dire. Et demain, tout sera numérique. Donc, il est vital pour l'industrie de la tech et du numérique de s'armer, et elle ne l'est pas nécessairement pour l'instant. Donc, on a un problème de déséquilibre qu'il faudra très certainement remettre en place. Voilà. Est-ce qu'on ouvre questions, Yann? Est-ce qu'on a des questions sur le chat? Oui, merci beaucoup. Effectivement, on a quelques questions. Il y a une question qui a été posée par Nicolas Bronzo, mais à laquelle vous avez déjà répondu peu ou prou, mais c'est peut-être le moyen d'y répondre un peu plus. C'est peut-on imaginer des mécanismes d'assurance pour ce genre de contentieux? Donc, c'était l'étape 6 ou 7, je crois, de l'Alliance. Donc, on peut peut-être revenir un peu sur cet aspect-là des choses. On peut plus que les imaginer, on ne peut que les souhaiter, de tout cœur d'ailleurs, parce que ça c'est vital. C'est-à-dire qu'une société, pour une société française, le problème, ce sont les premiers milliers d'euros qu'il va falloir sortir. Lorsqu'il va falloir répondre à une lettre de mise en demeure, lorsqu'il va falloir préparer son équipe de défense. Et c'est vital. Et pour l'instant, les polices d'assurance qui sont proposées ne sont pas satisfaisantes, elles ne sont pas attractives. C'est-à-dire qu'on paye beaucoup pour ne pas recevoir suffisamment, en d'autres termes. Donc c'est vital. Et c'est pour ça qu'on a développé aussi nous ce projet, c'est pour permettre, en fin de compte, pour pousser les sociétés d'assurance à améliorer leur police en leur proposant une mécanique de diminution du sinistre. Hein. C'est ce que veulent les sociétés d'assurance. En fait, si vous mettez un coupe-feu ou une alarme incendie dans votre appartement, vous payez moins votre prime d'assurance incendie. Eh bien, nous positionnons dans ce mécanisme d'alliance comme étant justement une mécanique de réduction du sinistre, en tout cas de la sinistralité du conflit propriété intellectuelle. C'est de ce fait, en fin de compte, pour nous, une façon de pousser les sociétés d'assurance à proposer des polices beaucoup plus attractives et plus intéressantes pour l'écosystème français. Merci beaucoup. Et ensuite, dans l'espace dédié aux questions-réponses, on a une succession de questions qui ont été posées par Jean-Gustave Fedouop. Alors, la première question, c'est à quel moment, alors je vais vous les poser d'une seule traite, je vous laisse le choix de répondre dans l'ordre qui vous semble le meilleur. Donc, à quel moment la start-up rembourse le financement de France Brevet? France Brevet finance-t-elle de la R&D pour construire des portefeuilles brevets spécifiques? France Brevet a-t-elle développé des moyens spécifiques pour lutter contre le phénomène des patent trolls? Est-ce que vous avez des exemples de pays dans lesquels il existe aujourd'hui une assurance brevet? Et enfin, le système d'alliance prévu par France Brevet existe-t-il dans d'autres pays? Waouh! Faut rejoindre France Brevet pour qu'on réponde à toutes ces questions-là. Je vois un candidat à l'embauche. Remboursement entre 12 et 24 mois. C'est le contrat qu'on a, le type de contrat qu'on a, et c'est à une date spécifique et un délai qui est défini contractuellement. Et la startup choisit ce qui lui convient. Donc oui, le délai, c'est entre 12 et 24 mois. Et à la sortie du contrat, il faut que la société nous rembourse. Est-ce qu'on paye de la R&D? Généralement pas.
Comme on dit en Suisse, on l'a eu fait, mais manque de bol, ce n'est pas forcément une bonne option pour nous et on ne le fait pas. Et d'ailleurs, il existe aujourd'hui un réseau. Il y a un petit bug, Didier, je ne sais pas si vous nous entendez. Il va revenir, ça, Il ça va arrive de revenir. temps en temps. Qui nous fait des misères. Pourtant, on aime beaucoup Orange, mais c'est comme ça. Vous m'entendez là? Ça Oui, revient? c'est mieux là, c'est bon. Ouais, ok. Donc, réponse, on ne paye pas la R&D. Après, lutter contre les patent trolls. Ça, c'est un petit coup de griffe pour nous dire, mais France Brevet, vous êtes presque un troll. Euh, nous, on essaye de faire du licensing éco-responsable, au sens économiquement responsable. Déjà, c'est-à-dire monétiser de la propriété intellectuelle de qualité et pas tout et n'importe quoi. La difficulté, c'est que les trolls ont tendance un peu à monétiser un peu tout et n'importe quoi. Déjà, il y a un problème d'éthique et de comportement. Et la lutte contre ce mécanisme est quand même très compliquée. Alors oui, on peut, via la mécanique d'alliance, c'est-à-dire être capable de prendre des licences groupées pour les membres de l'alliance, qui réduit le coût pour chacun des membres, les coûts de transaction et puis après les coûts de redevance. Mais c'est à peu près tout ce qu'on peut faire. Alors quelquefois, on peut vendre des brevets aux trolls, il y en a qui sont prêts à en acheter pour les calmer, mais ce n'est pas facile, ce n'est pas très évident. Assurance brevet, je crois qu'on en a parlé tout à l'heure. La question, c'était, est-ce qu'il y a des pays où cette assurance est proposée? Oui, les États-Unis, absolument, fondamentalement, ça c'est clair. L'Angleterre aussi, ils ont des mécaniques d'assurance. Et après, est-ce qu'il existe des alliances dans d'autres pays? Oui, aux États-Unis. Un exemple que nous, on aime beaucoup, c'est Open Invention Network, OIN, qui est le bodyguard de Linux, et aussi RPX, qui est un agrégateur défensif. Et il y en a d'autres, et il y en a beaucoup d'autres aux US. Donc les Américains savent très bien s'organiser entre eux. Voilà. Merci pour vos questions. Merci. Alors, on a 3 nouvelles questions dans l'espace questions-réponses. On va prendre ces questions et puis peut-être qu'ensuite on pourra enchaîner avec la partie suivante. Première question, si la startup n'a pas encore généré de cash flow, est-ce logique de demander des remboursements? Ah, bah oui. Alors, nous, notre remboursement, et c'est le pari qu'on fait, il n'est pas sur le cash flow de la startup. Ce qu'on espère, c'est en fin de compte la levée de fonds de la startup. Et la startup, elle peut lever des fonds, d'ailleurs comme Uber, on a levé beaucoup sans jamais vraiment avoir de cash flow. Donc, ce n'est pas sur le cash flow qu'on parie, c'est sur la levée de fonds. Et d'ailleurs, c'est un pari osé qu'on fait, parce que s'il n'y a pas de levée de fonds, il n'y a pas d'argent. Effectivement, mais la question est bonne. Ce n'est pas le cash flow qui est important, c'est la levée de fonds. Alors, autre question, comment intervient France Brevet dans le cadre des contrats de licence avec les universités ou les SAT, ou les startups, et les startups, pardon? Peu ou très peu, en fait. Et on a quelquefois été sollicité pour aider les SAT qui étaient en difficulté avec des grands groupes étrangers, surtout dans le cadre de transactions qui ne tournaient pas très très bien. Et donc, on nous a demandé de l'aide en tant que police locale ou médiateurs locaux et on a aidé les SAT. Mais à part ça, les SAT sont grandes, elles sont autonomes, expertes, expérimentées, et elles savent très bien faire leur boulot, et elles le font mieux que nous d'ailleurs, pour ce qui est des relations avec la recherche publique. Ok, ben voilà, on a fait le tour des questions. On peut enchaîner si vous le souhaitez. Merci, je vous laisse dans les mains expertes de Charles. Ça marche. Merci beaucoup, Didier. Donc, pour la suite de ce webinaire, on va sur la deuxième partie, on va dire, enfin troisième partie ici, on va entrer plus en détail sur, en fait, donc dans ce contexte, on a compris que la propriété intellectuelle était critique d'un point de vue économique sous divers aspects. Comment les entreprises peuvent gérer utilement cette propriété intellectuelle? Donc, en s'appuyant sur pas mal sur notre expérience finalement du domaine, on a identifié chez France Brevet 6 options, 6 piliers qui sont en fait des moyens par lesquels la propriété intellectuelle se rend utile au service de la stratégie de business de l'entreprise et dans quelle mesure elle va être alignée avec le modèle économique, par exemple, de ces sociétés. Donc, on va vous les présenter justement pour vous dire, voilà, pour nous, les 6 principaux axes de stratégie IP que l'on peut déposer en fonction des besoins de son entreprise. Ce sont les suivants. Il y en a 3 premiers ici que vous avez dans la slide. Le premier, c'est l'offensif. En fait, c'est un peu l'idée que se font la plupart des gens sur l'utilité, si on parle de brevet en particulier, l'utilité d'un brevet. À savoir que la stratégie offensive va viser à protéger votre innovation, votre technologie de la copie. On dit offensif parce qu'on est dans un système où en fait on va nous se mettre en mesure de pouvoir attaquer des contrefacteurs.
Donc, c'est une stratégie vraiment qui nous permet d'attaquer des tiers. Alors, cette stratégie, voilà, elle est assez évidente. C'est celle qui vient tout de suite à l'esprit la plupart du temps. Elle permet d'obtenir une exclusivité, un monopole technologique sur nos innovations, sur certains marchés. Elle permet de fragiliser inversement ou mécaniquement les concurrents du fait de l'exclusivité sur la technologie, combattre le vol d'actifs également, et puis contrôler aussi des partenaires, on va dire, infidèles, des revendeurs trop ambitieux ou des fournisseurs trop volatiles. Donc, c'est vraiment le, excusez-moi, c'est vraiment le concept, je dirais, le plus commun et le plus acquis généralement du principe de propriété intellectuelle et de brevet. Mais au-delà de ça, en fait, on peut aller beaucoup plus loin et le brevet, par exemple, par du fait qu'il est un droit d'interdire, permet d'aller beaucoup plus loin en matière de stratégie. La deuxième notion que nous, on a identifiée, c'est la stratégie défensive. C'est-à-dire qu'ici, en fait, vous allez protéger votre activité économique vis-à-vis de menaces de tiers en matière de contentieux brevets ou sur des trade secrets ou d'autres types d'actifs propriété intellectuelle. Et vous allez vous armer avec des brevets, par exemple, qui vont cibler la roadmap des sociétés qui sont potentiellement menaçantes. Et on verra le principe des alliances en fait, dans ce principe de défense, c'est-à-dire plus précisément de contre-attaque, avoir quelque chose qui nous permet de nous prémunir d'attaques de tiers. Dans cette optique-là, détenir des brevets qui protègent votre technologie, le cœur de votre recherche, n'est pas forcément le plus utile. Il vaut mieux, des fois, détenir des brevets qui vont couvrir des produits tiers, la roadmap des autres, pour pouvoir, le cas échéant, si on se trouve attaqué, par exemple, pour contrefaçon de brevet par une société X, être capable de se retourner vers cette société en disant « nous disposons également de brevets desquels vous êtes contrefacteur ». Et là, ça permet de ramener les deux parties autour d'une table de négociation, de rééquilibrer le rapport de force, comme l'expliquait Didier juste avant, et donc de gérer ce risque et cette exposition à la contrefaçon de brevets de tiers. Alors, bien sûr, ça ne remplace pas le fait qu'il faut faire des analyses de liberté d'exploitation, qu'il faut prendre toutes les mesures nécessaires pour être capable d'exploiter et de commercialiser ces produits. Néanmoins, il y a aussi des actions de prédation, typiquement patent troll ou d'autres types d'acteurs qui peuvent se manifester. Et la stratégie défensive brevet est là justement pour pouvoir se prémunir de ce genre d'attaque. Elle est parfois même plus importante que la stratégie offensive, puisque en fait, quand vous allez vous étendre à l'international, vous allez surtout chercher déjà à être capable vous-même de développer votre activité avant de commencer à chercher ceux qui en seraient les contrefacteurs. Donc, c'est vraiment voilà, un pilier pour nous fondamental que beaucoup d'entreprises devraient en fait avoir dans la réflexion sur la propriété intellectuelle. La troisième, c'est celle des revenus, c'est-à-dire que les actifs propriété intellectuelle permettent donc de se protéger, de protéger l'innovation de la copie, mais également, ce sont des actifs, et par définition, les actifs sont des propriétés qui génèrent des bénéfices économiques à leurs détenteurs. Vous pouvez monétiser ces actifs. Et c'est un angle, c'est une perspective évidemment qui est très importante, qui est parfois même le business model d'une entreprise. Et il n'y en a pas d'autre que simplement faire de la monétisation d'actifs, propriété intellectuelle, sans produire des biens et services directement. Donc cette troisième stratégie, ce troisième pilier est parfois central pour certains modèles économiques et certaines entreprises. C'est également un outil, si ce n'est pas votre stratégie centrale, un outil pour augmenter votre marge, pour développer votre activité, faire de la croissance, ou en cas de difficulté sur votre marché premier, une capacité aussi de créer des revenus alternatifs. Donc pour toutes ces raisons-là, le pilier revenu est bien sûr un élément stratégique très important pour beaucoup d'entreprises. Ensuite, il y en a trois autres qui sont peut-être un petit peu moins directs, mais qui sont, et on l'a constaté par l'expérience encore une fois, également utiles, vraiment des moyens utiles de développer la propriété intellectuelle et de la mettre au service de son entreprise. Le quatrième, en fait, c'est ce qu'on appelle le levier, à savoir que beaucoup de sociétés entrent dans des relations partenariales, clients-fournisseurs, etc. Et dans le cadre de ces relations-là, le fait de détenir de la propriété intellectuelle peut aussi jouer un rôle pour renforcer vos positions, par exemple dans les négociations contractuelles avec vos partenaires. Donc, ça peut être aussi un élément purement stratégique et certaines entités qui ont pas mal de moyens peuvent développer des actifs pays spécialement dédiés à ce genre on va dire de levier
de relations contractuelles. Donc, ça peut être améliorer sa position pour imposer un modèle, par exemple, propriétaire ou open source, générer davantage de relations parce qu'on a une certaine attractivité vis-à-vis d'actifs pays qui pourraient être incontournables sur certaines choses, certains éléments, créer des obligations contractuelles contraignantes, ça peut aller jusque-là et certaines entités ont une pratique courante, on va dire, de ce genre d'obligations contractuelles contraignantes, donc pour pousser leurs partenaires à suivre certaines obligations qui les arrangent. C'est notamment Intel qui a pu avoir ce genre de pratique. Et puis optimiser sa position vis-à-vis des partenaires fournisseurs, c'est ce qu'on disait. Donc l'IP comme levier dans les partenariats est également très utile et c'est un pilier qui peut être important pour pas mal de modèles économiques. Le cinquième, c'est la valeur. Là, on en vient au principe justement des levées de fonds, de la valorisation d'une entreprise. On sait notamment qu'il y a une étude d'Ocean Tomo qui paraît tous les ans sur la constitution des actifs et la valeur des entreprises, par exemple sur les sociétés du Standard & Poor's 500. On sait que la très grande majorité de la valeur d'entreprises qui sont cotées dans ces indices-là est liée aux actifs immatériels. Donc, et pour les startups, c'est tout à fait le cas également. Dans la valeur de votre entreprise, les actifs immatériels et donc la propriété intellectuelle, les brevets, jouent un rôle prépondérant et peuvent représenter une part complètement majoritaire de ce que vaut votre entreprise. C'est bien sûr extrêmement important quand vous êtes dans des phases de levée de fonds pour attirer les investisseurs. Les questions premières des investisseurs vont être bien sûr de comprendre ce qui empêche un gros concurrent de reproduire ce que vous faites, par exemple. Vous pouvez évidemment, par extension, ça peut être un facteur de réussite quand vous faites une introduction en bourse, une IPO. La détention des brevets est un élément qui va booster ou qui va être critique pour voir si la société vaut le coup d'investir lors de son introduction en bourse. Améliorer l'image, puisque comme vous le savez, le métrique détention de brevets, dépôt de brevets annuels, etc., est un des métriques que l'on considère comme principaux pour déterminer le caractère innovant d'une entreprise. Alors, à tort ou à raison, bien sûr, mais on sait qu'en termes d'amélioration d'image, la détention de portefeuille de brevets est également importante. Donc, voilà, sur tous ces aspects-là, l'aspect valorisation de l'entreprise, les actifs IP sont un élément stratégique principal. Le dernier, c'est sur les écosystèmes. Didier, tout à l'heure, a parlé, par exemple, de systèmes d'alliances préexistants comme Open Invention Network, Lot Network et autres. Et en fait, le fait de détenir de la propriété intellectuelle est un atout pour entrer dans ces écosystèmes-là. Par exemple, vous avez des écosystèmes où il y a des principes de licence croisée. La détention d'actifs dans un groupement, on va dire, ou une association d'entreprises qui a des principes de licence croisée vous donne le droit d'y accéder puisque vous détenez vous-même des actifs qui vont être partagés. C'est également le cas dans tout ce qui est standard. Si vous détenez des brevets essentiels sur un standard, vous pouvez rejoindre justement des pools de licensing, par exemple, sur ces standards et entrer dans divers partenariats et écosystèmes qui sont spécifiques à ces standards. Donc, la valeur écosystème des brevets, la dimension écosystème est également quelque chose que l'on peut prendre en compte, pas forcément utile pour toutes les sociétés, mais dans certains cas, peut être un élément prépondérant. Donc ça, c'est, on va dire, une sorte de grille de lecture. Quand on va analyser, nous, par exemple, on a un client, une société qui a besoin de comprendre où elle en est au niveau propriété intellectuelle, ça va être notre grille de lecture. On va essayer de comprendre sur chacun de ces piliers comment elle se situe à partir d'un certain nombre de critères. Et l'objectif et le principe d'une stratégie, c'est de définir comment on va d'un point A à un point B. C'est généralement parfois la définition d'une stratégie. Donc, on va évaluer, si vous voulez, à l'instant T0, où se situe l'entreprise dans chacun des piliers. Pour cela, on part de critères tout à fait tangibles, volume de brevets, scope technique des brevets, existence ou non de savoir-faire technique documenté. Donc, il y a tout un ensemble d'informations qu'on va récolter et qu'on va chercher à objectiver. L'objectivisation est importante puisque ça nous donne des points de comparaison et ça nous permet d'établir une espèce de score, si vous voulez, entre 0 et 10. Et à partir de là, vous êtes en mesure de positionner l'entreprise par rapport à une typologie d'entreprise qui est similaire et à comprendre si elle est plus ou moins à un niveau avancé sur chacun des piliers. C'est ce que vous voyez ici dans les graphes. Là, on a pris l'exemple d'une entreprise lambda.
où on évalue donc à T1 la valeur voilà, sous l'angle offensif, sous l'angle défensif, sur les revenus et puis aussi pour les 3 autres piliers. On établit donc sur la base de ces critères un score et on va sur la base du modèle économique de l'entreprise, de là où elle se projette d'un point de vue stratégie business, on va établir ce que l'on pense être l'objectif réalisable à moyen et long terme pour chacun des piliers. Vous avez pour certaines boîtes des piliers qui n'auront aucun intérêt, donc on ne va pas forcément mettre des objectifs élevés, ou parfois vous aurez des objectifs qu'on pourrait imaginer idéaux, mais qui seront trop éloignés de la position actuelle de l'entreprise. Donc on va essayer de doser, on va dire, pour évaluer voilà, dans le temps comment on veut faire progresser l'entreprise. Et ça, c'est vraiment l'étape 1 pour définir la stratégie et conseiller l'entreprise sur quelles sont les actions concrètes à mener pour atteindre, par exemple, sur l'offensive, je dois être niveau 9 sur 10. J'ai établi, donc je sais que je suis niveau 6 et je vais pouvoir commencer à réfléchir quelles sont les actions concrètes que je dois mener en interne pour avoir cette position IP à objectif 2023 qui me mettra voilà, dans mon business, dans mon industrie, dans une position forte. C'est comme ça qu'on va mener la réflexion à partir de ce qu'on imagine, de ce qu'on a évalué au point de départ. Hop. Donc voilà, si on reprend ce que je disais, à T0, on va faire une évaluation par rapport aux attentes. Les attentes, ce que vous voyez ici, c'est vraiment pour une société de cette taille-là, dans ce secteur d'activité-là, avec ce niveau de maturité, on pense qu'en moyenne, on devrait être à ce score-là et on va doser, on va évaluer si on est plutôt au-dessus ou plutôt en dessous et voir quel est l'objectif final. C'est un peu une redite de ce que j'expliquais avant, mais c'est vraiment comme ça que l'on va raisonner. Et puis après, on va commencer à mettre en place le plan d'action, définir justement selon plein de critères quelles sont les stratégies pour atteindre ce niveau-là. Là, on a imagé en disant que mécaniquement, souvent, on peut, si la société, par exemple, n'a pas beaucoup d'IP au départ, avoir des nouveaux dépôts de brevets, avoir un portefeuille de brevets qui va se développer. Donc, c'est un peu ce qui est imagé ici. Si vous voulez, on va avoir un développement du portefeuille avec des brevets qui vont avoir un scope plutôt à objectif défensif, plutôt à objectif offensif, donc protection de votre propre R&D, ou optimiser en vue de faire de la monétisation ou d'entrer dans un écosystème ou de réussir son IPO, etc. Donc généralement, ça peut entraîner, on va dire, des nouveaux dépôts de brevets ou des acquisitions, puisque l'acquisition est un mode de développement de propriété intellectuelle et de portefeuille qui est extrêmement puissant et qui peut vous faire économiser un certain nombre de ressources dans certains cas. Donc, voilà, c'est à peu près comme ça que ça se passe dans le plan qu'on développe. Maintenant, on parle beaucoup de brevets, mais bien entendu, et beaucoup de gens le savent, l'IP ne se limite pas forcément à ça. En fait, vous avez plein d'éléments qui vont servir la stratégie de propriété intellectuelle, notamment tout ce qui va être savoir-faire, tous les éléments non brevetables qu'il vaut mieux même garder secrets, les marques, le droit d'auteur que vous auriez sur différents types de documents, en allant jusqu'aux documents de communication. Donc, en fait, la stratégie, on parle beaucoup brevet, mais bien sûr, il va y avoir du développement, si ce n'est pas déjà le cas, d'un certain nombre de règles de fonctionnement dans l'entreprise pour avoir une gestion idéale de chaque classe d'actifs IP, donc brevet, savoir-faire, etc. Ce qui fait que la société, que ce soit en offensif, défensif ou pour générer des revenus, aura atteint un niveau, on va dire, idéal pour chaque pilier important de gestion de chaque type d'actif pays. Donc, ça nécessite de développer des process internes qui n'existent pas forcément dans les entités à l'instant T0 quand on les évalue, mais c'est vraiment la méthodologie. Donc là, on essaie un peu d'illustrer, si vous voulez, le fait qu'on ne s'arrête pas juste au brevet. C'est d'autant plus vrai, par exemple, quand on est sur le pilier 3, la génération de revenus. Si vous avez un modèle économique qui consiste à faire du transfert de technologie, vous êtes fabless, par exemple, vous ne voulez pas produire des biens directement, vous avez une stratégie vraiment de licensing, de transfert de technologie, c'est très bien, bien sûr, d'avoir le portefeuille de brevets, qui est, on va dire, la base qui peut être quand même une base importante sur le droit d'accès et le droit d'interdire. Mais il y a toute une partie d'éléments que vous n'avez pas dans les brevets, qui sont liés donc au savoir-faire et à d'autres types de classes d'actifs, qui vont ajouter encore plus de valeur dans la technologie que vous allez transférer. Et donc, dans ce troisième pilier de génération de revenus, on peut souvent imaginer
que ces autres types voilà, de propriété intellectuelle ont une importance qui est particulièrement marquée. Donc, et c'est pareil pour là, on vous présente 3 piliers, mais bien sûr, c'est la même situation pour les 4, 5 et 6. Il faut aussi noter qu'on n'est pas obligé d'avoir un score très élevé dans chaque pilier. Il y a des sociétés qui n'auront pas besoin d'être bons, par exemple, en monétisation pilier 3, parce que ce n'est pas du tout le modèle, le fonctionnement est basé sur vraiment de la production directe, de l'exploitation directe de la technologie, auquel cas, le pilier 3 ne sera pas important, et dans la revue des objectifs, on sera beaucoup moins ambitieux que, par exemple, sur l'offensif. Donc, c'est évidemment au cas par cas quelque chose à ajuster selon l'entreprise à qui on s'adresse. Alors, de notre côté, France Brevet, on analyse, on diagnostique la situation IP et on recommande des plans d'action. Et on peut aussi accompagner, Didier l'a présenté tout à l'heure, justement sur certains aspects, la construction, la défense et l'expertise notamment, savoir les 3 premiers piliers qu'il y a derrière ça, avec nos différents services. Donc la fabrique à brevets, justement, dans la construction du portefeuille, les alliances stratégiques plutôt dans la stratégie défensive, où là, au lieu de déposer plus de brevets à caractère défensif, on va mutualiser par secteur, en fait, différents acteurs et donner un accès aux brevets de défense des partenaires. Donc c'est une stratégie différente, grâce à la mutualisation beaucoup moins coûteuse que d'aller soi-même aller acheter des brevets ou soi-même les déposer. Et c'est tous les atouts justement du concept d'alliance stratégique. Et IP for Business, donc vous l'avez vu avec le programme NFC, dans la partie monétisation, on est capable d'accompagner l'entreprise dans la stratégie donc de valorisation de ses actifs de propriété intellectuelle. Voilà, donc là, je réitère rapidement ce que je viens de dire, mais on accompagne un peu au-delà du simple diagnostic et de la simple recommandation. Ensuite, l'autre point qu'on voudrait aborder aujourd'hui, c'est l'aspect pertinence des brevets. On a beaucoup parlé de quantité, de volume de portefeuille. On a aussi, dans l'évaluation de la force d'un portefeuille de brevets et de la stratégie qu'il y a derrière, des outils qu'on utilise pour l'évaluation de la qualité. Par exemple, Didier parlait tout à l'heure d'IBM, mastodonte du numérique qui a plus de 30 000 familles de brevets. On a essayé de décortiquer un petit peu plus au niveau macro la teneur de ce portefeuille selon un système de classification qu'on utilise qui est lié à la pertinence technologique. Comment on procède? En fait, on va s'appuyer sur un indicateur qui a ses qualités et ses défauts, qui est le principe des citations donc forward citations, qui est donc plus un brevet est cité, plus potentiellement on peut estimer qu'il est pertinent techniquement puisqu'il est cité par d'autres documents. Et quand vous avez donc le système des classes, en fait, c'est un système de décile, c'est-à-dire que quand vous êtes classe 1, c'est un brevet, une famille de brevets qui fait partie des 10% dans le monde les moins cités dans son domaine technique. Inversement, quand vous êtes en classe 10, vous êtes dans les 10% des brevets dans le monde les plus cités dans ce domaine technique. Et ce qu'on peut voir ici, c'est en appliquant ce système de classification au brevet d'IBM, c'est que c'est très distribué. Pourquoi? On peut le deviner, c'est que IBM a beaucoup de brevets qui sont issus de ressources de R&D qui sont monumentales, et donc on peut dire qu'on a une distribution un peu classique de qualité de brevets en fonction des résultats d'où sont tirés ces brevets, de leur caractère brevetable et de leur pertinence et de leur force technologique. Sur 30 000 familles, ce n'est pas choquant de voir qu'il y a, on va dire, un certain melting pot de pertinence technique des brevets. On a cherché à regarder maintenant d'autres acteurs, toujours dans le domaine du numérique, parce qu'on se penche pas mal sur la question depuis quelques temps chez France Brevet, et on a pris Amazon et Uber. Et ce que vous pouvez voir ici, qui est assez intéressant, c'est que la composition de ces portefeuilles en matière de classe est très variée et très différente d'IBM. On va aller tout de suite à l'extrême opposé d'IBM, qui est Uber. Uber possède 70% de brevets classe 10. On est très loin d'une distribution classique de résultats de R&D, ou alors les gens d'Uber sont extrêmement forts chez Uber Technologies en R&D, ils ont créé que des brevets séminaux ultra cités, mais ce n'est pas du tout l'origine de cette distribution. En fait, l'origine de cette distribution est qu'Uber a une stratégie d'acquisition, de due diligence, de recherche de brevets pertinents, de brevets qui avaient une valeur stratégique pour son business, mais également de brevets pertinents et de classe élevée. Et par l'acquisition, ils ont fait une sélection de ce qui avait vraiment un intérêt d'un point de vue économique. Alors, ils n'ont pas forcément utilisé les outils qu'on utilise.
mais le résultat est intéressant puisque, sachant qu'Uber a fait une stratégie d'acquisition, il se ressent dans cette analyse par métrique que la composition du portefeuille est quand même à un niveau macro très pertinente, très forte. Donc ça, c'est un message, en fait, un des messages qu'on veut faire passer aujourd'hui et que Didier a déjà présenté auparavant, c'est que l'acquisition des brevets n'est vraiment pas quelque chose à négliger. C'est une source d'approvisionnement en portefeuille utile et d'un point de vue économique, peut-être plus puissante parfois que seulement la R&D. En particulier quand vous avez des approches, alors il y a l'approche offensive, mais en défensif, ça peut être quelque chose qui a aussi beaucoup de valeur, et ainsi que sur d'autres piliers. Alors, il y a sûrement beaucoup de questions qui vont sortir ou de commentaires sur le fait d'utiliser les forward citations. La forward citation, la citation du brevet, est un métrique qui a ses qualités et ses défauts. On ne peut pas tout appuyer là-dessus, notamment quand un brevet est jeune, il est très difficile d'estimer son potentiel de citation future. Donc, l'outil qu'on utilise, PatentSite en l'occurrence, crée un système de pondération lié à l'âge des brevets, mais néanmoins, sur un brevet très jeune, on est quand même un petit peu dans l'hypothèse. Donc, on a quand même voulu challenger un tout petit peu, ou en tout cas regarder sur des brevets qui étaient réellement utilisés dans des contentieux, dans des plaintes sur des tribunaux américains, toujours encore une fois dans le domaine du numérique. Ici, vous avez 5 contentieux sur lesquels on a récupéré les brevets, donc 12 familles de brevets en l'occurrence. C'est des contentieux avec plusieurs familles qui étaient impliquées. Et on a regardé comment était constitué en termes de classe le portefeuille de ces 12 familles qui étaient là utilisées dans la litigation. Donc, on va dire c'est le test ultime. Et on peut voir qu'il y a quand même une corrélation assez forte puisque l'écrasante majorité de ces brevets sont de classe 8, 9 et 10. Donc, la forward citation, alors on pourrait analyser des volumes plus importants, bien sûr, mais ceci, c'est des contentieux auxquels on s'était intéressé, mais on voit que ce système de classification a quand même une pertinence, on peut dire, sous un certain angle, puisqu'on peut voir que la plupart des brevets qui sont réellement actionnés sur le champ de bataille sont des brevets de classe élevée, tout de même. Voilà. Ça, c'était un peu le test pour voir si ce qu'on raconte avant sur les systèmes de classe avait du sens, et c'est plutôt concluant sur cette étude-là, en tout cas. Alors, on parlait justement de construction versus acquisition stratégique. On va revoir un peu plus ça en détail. Et on fera un point aussi sur la partie brevet logiciel, puisque voilà, dans la définition d'une stratégie d'entreprise, stratégie propriété intellectuelle, il y a souvent une idée on va dire bien reçue du fait de la non-brevetabilité ou de la faible brevetabilité du logiciel. Et on verra que la réalité est tout autre, et qu'en fait, le logiciel est extrêmement utilisé et de plus en plus utilisé en matière de brevet et breveté. Alors, pour revenir à la principe d'acquisition, un exemple intéressant, une histoire intéressante, c'est aussi celle de TomTom, un autre exemple. TomTom est entré sur le marché en 2005 avec 0 brevet. En 2006, ils ont acquis 56 familles de brevets en provenance d'Horizon Navigation, donc pour 26 millions de dollars. Donc, ils ont constitué leur portefeuille initial par de l'acquisition pure. Et on sait que le succès qu'a eu TomTom par la suite dans le domaine de la navigation. L'année suivante, il y a eu encore une acquisition de brevets, cette fois-ci de Téléatlas, et on peut voir que TomTom, donc uniquement en 2007, a commencé à générer ses propres brevets par le dépôt, donc 2 familles en l'occurrence en 2007. Et on voit ensuite sur les années suivantes une montée en puissance des dépôts de brevets issus des travaux propres de TomTom, mais avec le maintien toujours d'une stratégie d'acquisition auprès de différents acteurs. Donc, il y a du IBM, il y a du Palm, Visteo, ainsi que d'autres acteurs. Et on voit que TomTom a vraiment eu cette stratégie de mixer et de commencer par l'acquisition et ensuite de mixer avec ses résultats de R&D. L'intérêt de faire ça, c'est que dès la 2e année, on va dire, d'entrée sur le marché, TomTom avait déjà constitué une base de propriété intellectuelle sans attendre de développer sa R&D pour générer son IP. Donc, on voit là toute la puissance, et TomTom, encore une fois, a eu un certain succès dans le domaine de navigation à cette époque-là. On voit la pertinence de constituer son IP par cette méthode-là. Alors, pour continuer un peu sur les atouts et le fait que ce principe d'acquisition est concret, les transactions brevets, c'est un marché qui continue de croître. Vous voyez les volumétries de brevets qui ont été vendus, qui ont fait l'objet de transactions en 2020, sont toujours en croissance.
Et ça, donc c'est une tendance qui continue. Il y a beaucoup d'entités, évidemment, qui sont à l'acquisition, un certain nombre aussi à l'achat, à la vente, excusez-moi. Et donc, c'est vraiment une réalité. C'est un marché qui se compte en milliards de dollars et qui est de plus en plus actif. Donc, vous avez vraiment une place de marché du brevet et il ne faut pas hésiter, donc, quand on est une entreprise, à aller se renseigner. Donc, vous avez diverses entités, notamment qui sont spécialisées dans les transactions de ce genre d'actifs et notamment des brokers, donc, dont c'est le métier en fait de faire la relation entre acheteurs et vendeurs. Plus des marketplaces qui se mettent en place de plus en plus pour faciliter ces opérations. Donc, c'est un vrai marché avec du volume et c'est d'autant plus une raison d'aller s'y intéresser pour constituer aussi son portefeuille. Au niveau des chiffres, on voit aussi que les montants sont très variables. Il y a une fourchette extrêmement large de prix de vente. On voit que, par exemple, pour une famille de brevets, le minimum sur les chiffres qu'on avait là était à 75 000 $, le maximum à 3 500 000 avec une médiane à 325 000 $ la famille de brevets. Donc, ça dépend évidemment de la teneur, de la force des brevets, de plein de paramètres. Là, ça a été des données sur 133 familles de brevets dont on connaissait les transactions. Et on peut voir aussi, donc, au-delà de ces montants, une répartition des actifs qui ont fait l'objet de transactions par catégorie, grande catégorie. Et là, vous noterez donc, que la quatrième ligne de ce graphe, la quatrième bande de ce graphe, montre que le prix pour des brevets logiciels est le plus élevé parmi les 4 catégories qui sont présentées. Ce qui montre encore une fois qu'on est prêt à payer cher pour avoir des brevets en logiciel. Ces brevets existent et ils sont vendus très cher. Donc, ça montre l'aspect concret du brevet software et de son existence même sur le marché transactionnel. Alors, on va aller encore plus loin sur le brevet logiciel. Ces brevets sont vendus, ces brevets sont déposés, sont délivrés. Alors, c'est vrai qu'il y a des différences entre les juridictions, hein, bien sûr, mais c'est une réalité. Et en plus, ces brevets sont utilisés en contentieux. Et dans le monde du numérique, on constate donc régulièrement, maintenant, très régulièrement, si ce n'est de manière croissante, une augmentation des contentieux brevets sur des sociétés qui sont des pure players de numérique. Donc, IBM qui attaque Airbnb, un patent troll qui attaque Deezer, et on doit en être à plus de 10 trolls patent troll qui attaquent Deezer maintenant sur le territoire américain. LinkedIn attaqué aussi sur la base de brevets. Groupon qui a dû payer 57 millions de dollars à IBM, et un petit peu plus récemment, l'année dernière, Netflix qui a été attaqué par Broadcom sur des brevets aussi de streaming vidéo. Donc là, il y a une vraie réalité de terrain sur le risque aussi auquel on s'expose quand on opère dans le numérique vis-à-vis de gros détenteurs de brevets dans ce domaine-là. Pour un petit peu enfoncer le clou un peu plus loin encore, si on regarde les brevets justement utilisés dans ces contentieux, ce n'est pas des brevets hardware. C'est eBuddy contre LinkedIn, c'est de la messagerie et des notifications. IBM contre Airbnb, c'est du e-commerce. Pareil pour Groupon, e-commerce. Netflix et Deezer, du streaming, naturellement. Squarespace, TikTok, appli web et appli mobile. Donc vous voyez, là, il y a encore une fois, on voit que les brevets ont sans doute délivrés qui ont été utilisés pour ces contentieux sont bien des brevets qui touchent à des concepts logiciels. Donc c'est un élément important. Et comme il y a une énorme digitalisation de nombreux secteurs actuellement, dans la stratégie propriété intellectuelle, le brevet logiciel devrait être un élément réellement à prendre en compte, quel que soit quasiment le pilier qu'on souhaite développer d'un point de vue stratégique. Voilà, je m'arrête ici et peut-être qu'il y a des questions avant qu'on passe à la troisième partie du webinaire. Alors effectivement, merci beaucoup pour ces intéressants développements. On a quelques petites questions, 3 en l'occurrence. Une première question de Jean-François Bloch. Le prix des brevets logiciels dans la présentation, est-ce que cela renvoie à un prix aux USA ou aussi en Europe ou en France ? Alors, il faudra reprendre la source, mais je pense qu'on est sur une étude plutôt américaine quand même. Hein. Ouais. On a très peu d'informations pour la France, en fait. Hein. On est très pauvre en matière d'infos. Alors ensuite, 2 autres questions. Toujours Jean-Gustave Edouop. Avez-vous des modèles d'entreprises françaises qui réussissent bien sur le pilier 3 ?
Alors, je vais en prendre une tout de suite qu'on a déjà citée. Energy Square qu'on a accompagné, on va parler de ce qu'on connaît. Energy Square, donc, avec laquelle on a développé un portefeuille de brevets, a un modèle économique qui est basé sur le transfert de technologie. Et donc, vous avez vu en partenaire Lenovo, par exemple, vous pouvez trouver d'ailleurs dans les news le fait que la technologie d'Energy Square s'intègre dans des produits de Lenovo. Donc, pour nous, c'est une société qui a du succès sur plusieurs plans, c'est-à-dire tant sur le niveau commercial, puisqu'ils arrivent à faire du transfert de technologie, ils arrivent à atteindre cet objectif d'avoir leur modèle économique qui est axé là-dessus, et en plus, ils arrivent à lever des fonds derrière, donc voilà, ils ont sur les deux plans, on va dire, donc c'est aussi le pilier 5. Sur le pilier 3 et le pilier 5, c'est un très bel exemple de société qu'on a accompagné depuis plusieurs années maintenant, et qui, grâce à l'IP, a réussi en fait, à générer son chiffre d'affaires. Peut-être que Charles, on pourra citer De Vialet aussi, qui sûr. se lance dans une activité licensing. Puis on en a d'autres qui sont un peu moins connus. Naval Group, par exemple, a des activités licensing assez affirmées. Il y en a quelques-unes qui le font avec une assez grande discrétion, mais qui se débrouillent bien. Et puis, anciennement Inside Secure, qui est maintenant devenu Verimatrix, puisqu'on les représente dans le dossier NFC. Et puis Orange aussi, de son côté, qui a une belle activité licensing. Alors une troisième question, existe-t-il un benchmark international sur l'aptitude des entreprises à déployer les différents piliers, donc de 1 à 6? Je crois pas, Didier. Non, à ma connaissance, non. Non, mais malheureusement, et c'est là que c'est un peu triste, en fait, c'est-à-dire que sous une certaine forme, si on prenait si on prenait un gradient, si on faisait des analyses très profondes, et je pense que ça, le CEPI, un jour, on pourrait peut-être même s'y coller, parce que, à vrai dire, on est assez pauvre globalement sur ces études-là. Mais les Américains utilisent les 6 piliers avec une extrêmement grande dextérité, une extrêmement grande sophistication. Et vous allez prendre une boîte comme Qualcomm, Intel, HP, Microsoft. Ce sont des gens qui sont vraiment très, 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 très affûtés sur les 6 piliers. Je dirais que malheureusement, nous, notre observation, c'est que la compréhension, l'acception, la vision de beaucoup de boîtes françaises se limite à peine à effleurer le pilier 1. Et c'est ça le problème, quoi. Et quand on discute avec un patron d'entreprise, ou enfin, même d'ailleurs des gens qui sont diplômés de très belles écoles de commerce, par exemple, ou de l'ENA, ou d'autres écoles de ce type, qui sont prestigieuses, en fait, ils n'ont en tête que le pilier 1. Les autres piliers leur échappent, mais littéralement. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de module de propriété intellectuelle dans ces écoles. Il n'y a pas de... Et en fin de compte, leur vision stratégique de la propriété intellectuelle s'arrête très vite au pilier 1. Alors justement, peut-être pour rebondir sur cette réponse, une autre question de Nicolas Bronzo. Pourquoi avons-nous si peu d'infométriques sur le marché brevet français? Comment y remédier? Ah ouais, mais ça, c'est une question qui est fondamentale. Merci de la poser. Elle est vitale, en fait. Mais elle est vitale à plein de niveaux. C'est-à-dire que nous, on se bat au quotidien, mais vraiment tous les jours, pour convaincre les entreprises, les décideurs, les hommes politiques, les directeurs de cabinet de Emmanuel Macron, M. Castex, tous ces gens-là à qui on parle au quotidien, Bruno Le Maire, d'intégrer la propriété intellectuelle. Et dans tout, dans le plan de relance, dans le discours. Il faut savoir que la propriété intellectuelle est une priorité du gouvernement chinois. Et le président chinois l'incarne, cette priorité. Il l'exprime, il dit pourquoi. Il l'a complètement intégrée. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, dans les milieux d'affaires, dans beaucoup de milieux, on n'intègre que ce qu'on mesure. Ça nous vient du monde de la finance, ce genre de choses. Et puis aussi de grandes écoles de commerce ou d'autres écoles qui ont besoin de mettre un chiffre sur quelque chose. Et comme on a peu de data, on a peu de metrics, on a peu d'analyse sur la propriété intellectuelle, ma foi, on ne la voit pas. Alors, on a des chiffres de nombre de produits arrêtés, par exemple, par les douanes, ce genre de choses, nombre d'actions en contrefaçon, on a des estimations de ce que coûte la contrefaçon, ce genre de choses. Mais globalement, par exemple, là, je suis incapable de vous dire aujourd'hui ce que touche ou ce que gagne Naval Group dans ces opérations de licensing. On ne le sait pas. Donc, il y a tout un monde qui est très caché, qui est très masqué de la propriété intellectuelle, et c'est dommage. Vraiment dommage, parce que de ce fait,
ça crée une approche un peu sceptique de la matière, et on a le sentiment qu'elle n'existe pas. Alors, on a une question là dans le chat. Donc, est-ce que le DU du CEPI forme sur tous les piliers du brevet? Alors, je pense que ce n'est pas le DU en tant que tel qui permettra de former à l'ensemble de ces piliers. Je pense que justement, il y a peut-être plusieurs formations à suivre pour pouvoir être sensibilisé et familiarisé avec ces différents piliers. Je pense que là, on peut se tourner vers d'anciens étudiants, tant du DU, et donc je me tourne vers Yves-Marie, que du MIPLM, et je me tourne vers Charles. Je pense qu'il y a une forme de complémentarité entre les diplômes, et il est sans doute quasi impossible, parce que le DU brevet, puisque je pense que c'est celui-ci auquel on fait référence, le DU brevet est déjà une formation extrêmement lourde, donc il y a une complémentarité entre les formations, et généralement quand on vient au CEPI, l'idée c'est qu'on y revienne par la suite pour pouvoir suivre d'autres formations, tout simplement. Je peux confirmer que le MIPLM donne quand même une grande partie de la stratégie qu'on a expliquée là. Enfin, il y a beaucoup d'éléments qui sont transmis. C'est très orienté stratégie pays. Ce n'est pas vu sous forme de 6 piliers, mais par contre, vous avez d'autres méthodes de construction d'une stratégie qui sont très intéressantes également. Donc voilà, je fais la pub, mais le MIPLM, en tout cas, d'expérience, c'est une très bonne formation pour ça. Disons que ces piliers, là, ce n'est pas une science absolue, hein. Ce n'est pas la vérité. Nous, à France Brevet, quand on exprime les choses comme ça, on ne prétend pas détenir une vérité en matière de propriété intellectuelle. Mais notre observation, notre expérience sur le terrain fait que c'est quand même beaucoup plus simple de l'exprimer de cette façon. Et de cette façon, on voit que les entrepreneurs, les industriels s'accaparent un peu mieux la stratégie, sont capables de mieux l'articuler. Et c'est pour ça qu'on l'a fait de cette façon. Mais il y a de multiples façons, et des piliers, je suis sûr qu'on pourrait en trouver beaucoup plus, d'ailleurs, très certainement. Alors, je vous propose, Yves-Marie, vous voulez non, quelque chose? Non, c'était pour embrayer si ça vous va. Eh ben, on embraye alors, super. Ça marche. Déjà, juste peut-être quelques petits mots pour dire que moi aussi je suis très content de revenir là, que si j'ai pas, comme Didier, ramené 2 femmes du CEPI, je me suis fait beaucoup d'amis malgré tout, et c'est un vrai plaisir aussi de revoir Yann, que j'espère j'ai pas trop embêté pendant ces quelques mois durant le début des marques. Donc merci beaucoup de nous avoir ici. Je vais vous parler donc de la 5G, et c'est vrai comme Didier et Charles, j'espère, l'ont bien dit, et j'espère maintenant c'est assez clair dans vos esprits. On essaie vraiment d'apporter une vision et une approche quelque part économique, vraiment de mise en relief des brevets, du positionnement de ces brevets avec la R&D, vraiment avec l'enrichissement économique, ou du moins l'activité économique, et on essaie de positionner toutes ces choses ensemble, et c'est ce qui fait, moi je trouve, vraiment le travail chez France Brevet, mais même dans la propriété industrielle, si riche et si intéressant. Et si on parlait aujourd'hui donc de la 5G, qui est vraiment quelque chose de très actuel, et pour différentes raisons, puisque je disais encore tout à l'heure une tribune dans laquelle certains chercheurs appelaient à une responsabilité sur le domaine, c'est quelque chose pour lequel effectivement on peut avoir une éthique, mais si on regarde ce qu'il en est au niveau business, les chiffres sont là, ils sont affichés vraiment directement sur la table. La 5G, ça représente une augmentation potentielle de 250 milliards d'euros du PIB de l'Europe chaque année. Donc c'est quand même quelque chose qui est très marquant pour la pérennité, pour la vie économique des pays en Europe, puisque c'est quand même un des enjeux de la Commission européenne d'avoir, encore une fois, on peut se poser des questions d'éthique là-dessus, mais des ambitions de croissance, la 5G peut le permettre. Donc au travers de l'augmentation des capacités de téléchargement, de diminution de temps de latence, ou d'augmentation de capacité de réseau. Pardon, ça va un petit peu vite. Donc ces chiffres sont représentés encore ici une seconde fois. Je vous parlais des 250 milliards d'augmentation de PIB, et ils représentent 42 milliards d'investissements. Ces investissements qui peuvent être répartis entre investissements dans le réseau, que sur des acteurs pour lesquels Huawei, Ericsson, Nokia sont vraiment très actifs, apportent des solutions, mais aussi, on le verra un petit peu plus tard, des investissements dans le cadre de la microélectronique, dans les
le logiciel, puisqu'il y a une bonne partie logicielle, et ça impacte des secteurs économiques, vraiment de l'économie réelle, dont on a tous besoin, qui sont l'agriculture, qui sont l'industrie. Si en plus on se repositionne dans une position de souveraineté économique, ça a un vrai rôle à jouer, la 5G, en France, en Allemagne, on va le voir dans la slide juste après, et également dans ce qu'on appelle les villes intelligentes, avec la connectivité, si on parle du véhicule autonome, tout ce genre de choses. Et si on regarde vraiment dans le détail, au niveau de l'investissement, ce que ça représente, ce que ça demande, la 5G, ça diffère un petit peu en fonction des pays, que ce soit l'Angleterre avec 13 milliards qui seraient nécessaires, la France 15,5 et l'Allemagne 38. Et il y a une vraisemblable raison derrière tout ça, qui est celle de l'industrie, qui est très marquée en Allemagne, avec des acteurs comme Bosch, qui parlent d'usines connectées, qui développent beaucoup de solutions là-dessus. Donc ça se comprend qu'il y a un certain nombre d'investissements qui peuvent être supérieurs dans certains pays, qui sont encore un petit peu plus industrialisés que peuvent l'être la France, même si on travaille beaucoup à sa réindustrialisation. Et donc, ces bénéfices dont je vous parlais donc, peuvent être segmentés, si on veut, selon quatre groupes qui sont vraiment, encore une fois, très importants et très impactants pour le fonctionnement des pays, que ce soit l'industrie 4.0, la logistique, la production, avec un bénéfice qui est estimé à 68 milliards, l'agriculture avec les tracteurs connectés. Pas plus tard que la semaine dernière, je voyais encore un agriculteur, parce que j'ai la chance actuellement d'être en Bretagne, sur son tracteur avec des boîtiers GPS, ce genre de choses. Donc on est vraiment dans l'agriculture connectée, dans la ville connectée, pour ceux qui sont à Strasbourg ou à Paris à l'heure actuelle, mais aussi dans les services connectés, puisque je suis sûr que depuis le début de la pandémie, vous avez tous fait de la vidéoconsultation, ce genre de choses. Et donc vous voyez, on parle de bénéfices, d'impact économique qui se chiffrent vraiment en plusieurs dizaines de milliards d'euros. Donc c'est vraiment réel cet investissement qui est présent là-dedans. Et si on regarde à l'échelle globale, et si on les redifférencie selon les mêmes segments économiques, on peut estimer l'impact global de la mise en œuvre de la 5G à plus de 1000 milliards de dollars. Donc là, c'est vraiment sur l'économie réelle mondiale, c'est vraiment un chiffre qui est très, très marquant et très marqué, et c'est une source ici du cabinet de conseil PwC. Ça peut être découplé, vous voyez, si on regarde ce qu'il en est sur la santé connectée, ça représente à niveau mondial 530 milliards de dollars d'augmentation de PIB, avec des effets qui peuvent être plus marqués en fonction des pays, des effets qui seraient très marqués aux États-Unis et en Chine qui se met un petit peu plus à se connecter, le Japon. Mais vous voyez une forte différence, et ça c'est connu avec le fait que les États-Unis sont vraiment le pays qui est le plus en avance au niveau medtech, au niveau biotech, ce genre de choses. Donc c'est pas très étonnant de voir ce genre de chiffres pour ces pays-là. Si on regarde maintenant ce qu'il en est au niveau de l'industrie connectée, de l'industrie 4.0, donc là on parle d'augmentation du PIB mondial de 134 milliards de dollars, avec, c'est pas vraiment étonnant, une augmentation qui serait très marquée en Chine, puisqu'on parle de l'usine du monde vraiment pour la Chine, les États-Unis qui se positionneraient juste derrière, et vous voyez en Europe, l'Allemagne qui viendrait en 3e position, avec un impact qui serait à peu près aussi marqué que celui des États-Unis. Donc vous voyez l'impact que ça peut avoir et qui peut-être aussi et très vraisemblablement permettre quelque part de recentrer, de relocaliser de l'économie, puisque c'est bien connu que si on a une usine qui est parfaitement connectée, le coût de la mise en œuvre de l'usine, il n'est plus dans la main d'œuvre, et donc dans ces cas-là, on peut très bien envisager justement de relocaliser, de réindustrialiser des pays avec des usines qui seraient pleinement connectées, et dans ce cas-là, il n'y aurait plus de problématique de coût de main d'œuvre. Donc la 5G peut vraiment avoir potentiellement cet impact-là. Si on regarde ce qu'il en est au niveau des services financiers, donc là on est un petit peu plus en dessous, on parle mais tout de même de 85 milliards de dollars d'augmentation du PIB mondial, avec, c'est encore une fois pas une surprise, une augmentation qui serait la plus marquée aux États-Unis, puisqu'on sait bien que Wall Street en particulier est situé aux États-Unis. Il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent permettre d'augmenter les capacités à ce niveau-là. Si on ajoute à ça les technologies quantiques, on peut vraiment augmenter la fréquence des transactions financières, ce genre de choses. Donc un vrai impact ici également dans l'économie. Si on regarde maintenant vraiment ce qu'il en est sur le fonctionnement technique et propre de la 5G, il faut savoir que la 5G fonctionne par couches.
à savoir qu'il va y avoir une couche qui va être dédiée vraiment aux fonctions de la téléphonie, une couche qui va plutôt être dédiée au fonctionnement de la maison connectée, une autre couche qui va plutôt être dédiée à la santé, à la santé connectée. Il va y avoir aussi dans la 5G quelque chose qui est très marqué, c'est la digitalisation des fonctions. Il va y avoir en particulier beaucoup de cloud, que ce soit du cloud qui soit vraiment localisé à certains endroits chez certains constructeurs, mais qui peut être aussi délocalisé auprès des antennes, et dans ce cas-là, on parlera de edge cloud. Pardon. Ensuite, il y a des éléments qui sont très marquants pour la 5G, qui sont les fonctions de la 5G, les fonctions d'antenne, les fonctions qui s'appellent le RAN. Je vous parlais tout à l'heure des fonctions de edge computing. Et pourquoi est-ce qu'on a des fonctions de edge computing? Eh bien, parce qu'il y a besoin de fonctions de calcul qui soient proches des antennes pour redistribuer un petit peu les signaux. Il y a ensuite tout un type de connectivité, que ce soit la connectivité satellitaire, avec de la fibre optique, avec des câbles classiques, et également la partie core dans laquelle il va y avoir vraiment le plus de calcul, la connexion à l'internet, ce genre de choses. Et ces 4 fonctions vont être ce qu'on appelle les fonctions essentielles à la 5G, et ce sont des fonctions qui vont être normalisées et pour lesquelles il va y avoir des comités de standardisation, et avec lesquels d'où vont émerger des brevets que l'on va appeler essentiels, SEP. Mais il va y avoir aussi d'autres sociétés qui vont exercer dans ce qu'on va appeler un écosystème de la 5G. Ça va être des sociétés qui vont développer des micropuces, ça va être des sociétés qui vont développer des fonctions justement du cloud, qui vont pas être exactement celles qui sont absolument nécessaires, mais qui vont quand même dans cet écosystème. Et il va y avoir un certain nombre de sociétés qui vont être présentes dans cet écosystème, et on y reviendra juste ensuite. Si on regarde ce qu'il en est au niveau des brevets qui sont essentiels autour de ces 4 fonctions clés de la 5G, on voit apparaître ces 10 acteurs. Et il y a certains acteurs qui sont vraiment marquants parmi ceux-ci. Il y a Huawei en particulier, qui est l'acteur qui possède le plus de brevets qui ont été déclarés et reconnus essentiels de la 5G. Ça va être notre leader en quantité du domaine. Il y a Qualcomm, dont Didier a parlé déjà tout à l'heure, qui va être le leader en force globale. Pourquoi en force globale? Parce que avec l'outil qu'on utilise, dont je vous ai déjà parlé, PatentSight, ça va être l'acteur qui va posséder le portefeuille de brevets le plus qui a le meilleur ratio entre la taille de celui-ci et le nombre de citations qu'il va générer. Donc ça va être le leader en force globale de ce fait. Et il y a un autre acteur qui est très remarquable, qui est Interdigital, dont on vous a déjà parlé, qui va être lui le leader en qualité, puisque si vous regardez, c'est pas l'acteur, si vous observez, c'est pas l'acteur qui possède le plus de brevets, mais c'est l'acteur dont les brevets vont être les plus pertinents, les plus cités au global. Et dans tout ça, où se positionnent les acteurs français? Eh bien, voyez, ils sont vraiment ici le plus à gauche possible. Ils possèdent des brevets qui sont, ma foi, pas assez remarquablement pertinents, mais vous voyez, en termes de volumétrie, les acteurs français ne peuvent vraiment pas rivaliser, même pas avec Interdigital, mais alors certainement pas avec Huawei. Donc là, vous voyez, c'est une des premières choses qui nous fait dire que dans le développement français de la 5G, historiquement, il y a eu un petit bout. Si on regarde ce qu'il en est plus en détail et qu'on positionne les acteurs marquants justement par territoire, les Chinois, Coréens, Japonais, Taïwanais et Européens ici, Finlandais, Suédois et Américains, on voit que tous ces acteurs possèdent à minima, pour exister et pour être présents sur cette scène des acteurs majeurs de la 5G, au moins 1000 familles de brevets qui ont été reconnues comme essentielles à ces standards. Et quand je vous parlais des acteurs français, eh bien on en a 3. 3 acteurs qui chacun ont déposé et ont eu un brevet qui a été reconnu comme essentiel standard à la 5G. Donc vous voyez que parmi tous ces acteurs-là, on peut le dire, on est vraiment clairement invisible. Mais malgré tout, la partie, elle n'est pas perdue, puisque comme je vous disais, on a nos acteurs tricolores qui n'ont pas, puisqu'on sait que c'est un jeu d'accords, un jeu d'influence, il faut que toutes ces technologies soient reconnues de l'ensemble des acteurs des comités. Ils n'ont peut-être pas joué ce jeu effectivement de la standardisation, mais il est possible, et justement on a porté notre regard sur ce qu'il en était par rapport aux acteurs de l'écosystème de la 5G. On allait voir s'il y avait quand même des acteurs français qui pouvaient être présents dans ce domaine-là. Et ce qu'on a réalisé, on a réalisé une extrapolation par similarité, on a utilisé cet outil de PatentSight et on est allé regarder, on est parti sur la base du pool de brevets qui avait été reconnu standard à la 5G et notre outil permet de mettre en avant, mettre en lumière des brevets
qui vont ressembler, qui vont être proches de cet écosystème-là et qui vont être proches puisque ça va être des brevets qui vont être cités, qui vont citer ces brevets reconnus comme essentiels, ou alors ça va être des brevets qui vont être dans les mêmes classes technologiques. Et donc, cette analyse, cette extraction fait apparaître un certain nombre d'acteurs français, vous voyez, comme Orange, qui posséderait, selon nos estimations, plus de 500 familles de brevets qui seraient présentes dans cet écosystème de la 5G, Thales 300, Airbus 100, ST 60. Vous voyez, tous ces acteurs français qui sont ici les acteurs privés. Vous voyez, on n'est pas, a priori, on possède il y a un certain nombre d'acteurs qui possèdent ces brevets-là, donc a priori, l'image n'est peut-être pas si mauvaise que ça. Et si on regarde ce qu'il en est au niveau des acteurs de la recherche publique, eh bien, on voit apparaître un acteur majeur, on voit apparaître le CEA, et ensuite on voit vraiment une image qui est très éclatée, puisqu'on voit apparaître l'IMT, le CNES et le CNRS qui posséderaient entre 15 et 20 familles de brevets de cet écosystème de la 5G, mais ensuite on voit apparaître tout un tas d'acteurs qui ont très certainement participé avec d'autres acteurs au développement de cette technologie-là. Mais vous voyez, si on souhaitait réaliser une équipe de France et si on souhaitait mettre en place un écosystème et utiliser des brevets pour défendre cet écosystème, ou du moins le positionnement des acteurs français, vous voyez qu'on aurait vraiment un travail qui serait vraiment très intense à réaliser pour les sensibiliser chacun et pour leur faire réaliser l'importance de mise en commun de ces brevets dont Didier et Charles vous ont parlé tout à l'heure. Voilà ce qu'il en est pour les acteurs français. Et la course à l'après 5G est déjà lancée en fait. Donc si on voit qu'à l'heure actuelle, l'image des acteurs français de la 5G est peut-être pas si rayonnante qu'elle peut être pour certains autres acteurs, même européens et internationaux, il y a peut-être quelque chose qui est à faire pour l'après 5G, pour la 5G, mais là, il n'y a pas de temps à perdre. Et il n'y a pas de temps à perdre puisqu'il y a déjà certains pays, comme le Japon en particulier, qui ont déclaré qu'au final, le gouvernement souhaite que ces acteurs, qu'ils soient privés ou publics, possèdent au moins 10% de tous les brevets qui seront déclarés au standard d'une 5G. Donc vous voyez, on a déjà un pays ici qui s'est affirmé comme étant vraiment le pays qui soit celui de la 5G, qui de moins puisse défendre à l'avenir sa position sur cette technologie-là. Et donc c'est là aussi où il y a vraiment quelque chose à faire en France. Donc vous voyez, ce sont ces analyses que l'on réalise avec les outils qu'on met en avant, on collecte des informations à droite à gauche pour vraiment essayer de sensibiliser, que ce soit les pouvoirs publics dont Didier vous parlait tout à l'heure, ou les acteurs avec lesquels on a des discussions, pour essayer de mettre en avant les forces qui peuvent exister dans certains des brevets. Donc dans ces cas-là, on a besoin bien entendu d'experts techniques qui vont analyser vraiment en profondeur ces brevets et aussi de peut-être recommander certains investissements dans certains domaines, du moins qui sont vraiment clés, pour lesquels il y a certains acteurs, certains pays qui sont déjà positionnés. Si on continue l'analyse et on regarde ce qu'il en est d'une application de la 5G dans le véhicule autonome, eh bien la 5G a la possibilité vraiment d'avoir un impact pour le véhicule autonome pour un certain nombre de choses, pour que le véhicule puisse communiquer avant tout, pour qu'il puisse communiquer avec son infrastructure, avec les autres véhicules, avec le cloud, avec les piétons et avec même tout et n'importe quoi. Donc vous voyez, la voiture connectée, c'est vraiment quelque chose maintenant qui est connu, puisque si certains d'entre vous conduisent des voitures allemandes en particulier, vous savez maintenant qu'il est possible d'aller sur Internet, même de faire des visios dans certaines voitures. Donc la connectivité des voitures, c'est vraiment quelque chose qui existe et qui est amené encore à se développer avec la 5G. Eh bien, en ce sens, il y a des pools de brevets. Les pools de brevets, ce ne sont pas, comme tout à l'heure, ce qu'on appelait des patent trolls, qui sont des entités vraiment qui agissent, qui acquièrent des brevets et qui vont essayer de gratter de l'argent à certains acteurs. Mais ces pools de brevets, quelque part, sont des agrégateurs d'acteurs qui aimeraient donner des licences à certains acteurs d'un domaine précis. Et donc là, il y a Avenchi qui s'est constitué dans ce domaine-là de l'automobile. Et Avenchi regroupe des acteurs des télécommunications, des acteurs de la tech globale. On a même Asus qui est présent. Et ce pool de brevets, il va mettre à disposition un certain nombre de ces brevets qui vont être discutés. Et ensuite, le rôle d'Avenchi va être d'aller voir un certain nombre d'acteurs ici de l'automobile pour leur faire signer des licences, pour leur promettre une protection et aussi leur faire reconnaître tout simplement l'utilisation d'une technologie qui est brevetée par ailleurs. Et donc Avenchi a réalisé ce travail
avec un certain nombre d'acteurs, avec Audi, avec Bentley, avec BM, avec Seat, avec Volvo, Volkswagen, même Lamborghini, vous voyez, qui utilisent des véhicules qui sont connectés par ailleurs, et ces acteurs ont reconnu l'utilisation de cette technologie et ont accepté de payer des licences à Avenchi. Qu'est-ce qu'il en est du coût de ces licences? Eh bien, vous voyez, en fonction de l'utilisation, en fonction du véhicule, il y a un tarif qui est progressif et qui est proposé à ces acteurs. On parle de 3 $ par véhicule si c'est simplement des fonctions d'utilisation d'appel d'urgence, à 9 $ si on passe à la 3G, ou à 15 $ si on passe à la 5G, s'il a vraiment des véhicules dans lesquels oui, on peut réaliser des visios, on peut voir des films, ce genre de choses. Dans ces cas-là, c'est le prix qui est demandé par Avenchi, par véhicule, pour le coût d'utilisation de ces licences. Et vous voyez, si on balaye un petit peu ce qu'il en est, ce que les constructeurs automobiles vont demander aux possesseurs des véhicules, eh bien, vous voyez, si on regarde ce qu'il en est pour Audi, sur la vie qui est estimée à un véhicule, qui est une moyenne de 11 ans, cela représente 1700 €. Donc là, on peut se poser la question, on peut se dire Avenchi demande 17 € par véhicule, alors que sur la vie du véhicule, Audi va en demander 1700. A priori, c'est pas démesuré. Mais on va y venir peut-être juste après. La vraie question à se poser, c'est quelle est la marge, dont Didier parlait tout à l'heure, quelle est la marge que réalise Audi sur son véhicule et quel est le pourcentage de ces 15 $ sur le prix de la marge du véhicule de Audi. Il est très certainement différent en fonction de chaque véhicule, parce que vous voyez, si on continue de balayer, BM va demander sur la vie du véhicule 3000 $, et Avenchi en demandera toujours 15. Mais si on prend maintenant l'image, là je ne l'ai pas documenté, de Renault, la marge de véhicule Renault, c'est en moyenne de 300 €. Et là, si Avenchi allait voir Renault, je ne sais pas, je ne connais pas bien les véhicules Renault, mais je vais dire une bêtise avec sa Mégane connectée, eh bien peut-être que Renault va se dire « Ah oui, Avenchi me demande 15 $, moi je fais 300 $ de marge, ah bah ça va pas être, je ne sais pas, les 1000 € que va demander Renault sur la vie du véhicule à son utilisateur, ça va être les 300 € que Renault réalise de marge où vont se positionner ces 15 €. Mais la réflexion est peut-être un peu différente que celle purement métrique à ce niveau-là. Et c'est ce que je vous parlais, c'est ce que je voulais mettre en exergue également dans cette slide. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si les constructeurs automobiles refusent de payer ces frais de licence à Avenchi? Et bien dans ce cas-là, Avenchi accepte que les donneurs de licence aillent de façon individuelle voir chacun des constructeurs automobiles pour justement réclamer de l'argent de ces licences. C'est ce qu'a fait Nokia face à Daimler, et Nokia a gagné, puisque Nokia 2 fois de suite, devant des tribunaux allemands, a réussi à obtenir l'interdiction d'interdiction potentielle si Nokia était en mesure d'amener une garantie de 9 milliards € à Daimler de produire des véhicules. Donc vous voyez, là les brevets pourraient vraiment quelque part stopper l'activité économique de Daimler. Ça, je suis certain que toutes les personnes qui ont assisté au cours du CEPI ont déjà entendu ces choses-là. Donc là, on est vraiment dans la réalité, et Daimler, encore une fois, c'est vraiment un acteur majeur de l'industrie automobile allemande. Donc là, je vous ai parlé de l'automobile, mais si on regarde vraiment ce qu'il en est dans d'autres domaines, les coûts de la 5G, bien entendu, ne sont pas encore connus pour l'automobile connectée. Et la question vraiment est de savoir se dire si on est passé de la 3G à la 4G de 9 $ à 15 $, est-ce qu'on passera à 21 $ pour la 5G? Est-ce que ce sera beaucoup plus, puisque la 5G permet dans cette fois-ci pas simplement d'améliorer quelque part la qualité de conduite et de confort du véhicule, il permet clairement là de faire circuler des véhicules autonomes sur les routes. Donc c'est possible que Avenchi, que d'autres licenciés, peut-être même Huawei qui est pas membre, qu'on n'a pas vu être membre d'Avenchi, dans ce cas-là, aille demander des frais qui seront encore supérieurs pour ce prix, pour l'utilisation de la 5G dans le véhicule.
Et on peut également se poser la question de savoir quel sera le coût que demandera ces acteurs qui possèdent des brevets essentiels à la 5G dans d'autres domaines, dans la smart production, dans l'agriculture, dans le smart urbain, dans la santé, puisque là, les acteurs maintenant de la téléphonie ne vont plus aller simplement voir les autres acteurs de la téléphonie qui produisent des téléphones mobiles, qui possèdent des antennes, mais ils peuvent aller voir maintenant un Huawei, peut aller voir un Bosch qui a une usine connectée, il peut aller voir un John Deere qui a des tracteurs connectés, il peut aller voir un Legrand qui a des prises connectées dans sa maison, il peut aller voir un Doctissimo peut-être qui utilise une fonction de visio connectée. Donc vraiment la 5G dans la mesure où elle offre des fonctions et une adaptabilité dans d'autres domaines techniques, il y a vraiment une question des coûts de licence qui devrait être améliorée. Et si on regarde simplement ce que Huawei envisage de demander pour les téléphones mobiles, Huawei a annoncé qu'il demanderait 2,50 $ justement pour les autres sociétés par téléphone mobile. Et voilà, ici ce sont simplement, je m'arrêterai ici, ce sont simplement d'autres, si vous souhaitez poursuivre la réflexion et vos lectures, d'autres liens que vous pourrez consulter. Et je vais repasser la parole à Yann ou à Didier, qui auront certainement beaucoup de choses à dire. Alors, merci beaucoup Yves-Marie. Alors, je ne sais pas si Didier, vous souhaitez rebondir ou est-ce que je pose la question qui a été posée là dans l'espace dédié? Alors, moi, j'ai juste une petite précision que je voulais donner parce que je pense que je n'ai pas été assez précis et j'ai un peu donné une réponse tout à l'heure. J'aimerais vous demander de bien vouloir m'en excuser, un peu à l'emporte-pièce. La question a été posée tout à l'heure, quels sont les pays qui offrent des assurances en matière de propriété intellectuelle? Et j'ai répondu les US et l'Angleterre. Ce que je voulais dire par là, c'est que ce sont les pays où ces assurances sont offertes et prises de façon assez routinière. Il y a des assurances en France, il y a des assurances en Europe. La difficulté, c'est qu'on est encore un peu dans la haute couture, on est encore un tout petit peu dans le cas par cas. Et ce que nous, on essaye de faire, c'est d'amener, en fin de compte, des solutions assurantielles et de travailler pour que ces solutions assurantielles soient un peu plus, comment dire, on the shelf, comme on dit, c'est-à-dire du quotidien et qu'un entrepreneur assez rapidement puisse contracter ses assurances et que assez rapidement, en fin de compte, il puisse en bénéficier à des tarifs qui soient intéressants pour un taux de couverture intéressant. Donc, je voulais juste préciser ça pour être certain que je ne fasse pas d'erreur et que je n'écorne personne. Mais c'est un sujet qui est important pour nous parce que, en fin de compte, si les entrepreneurs français, les entreprises françaises n'ont pas accès à des assurances qui soient faciles à mettre en place et en même temps dans des conditions qui sont pour elles comment dire, intéressantes, encore une fois, ça amène à des équilibres supplémentaires avec nos homologues aux États-Unis, avec les entreprises américaines qui, elles, bénéficient de ces assurances. Je voulais juste préciser ça parce que c'est quand même super important. Merci Yves-Marie. Vous vous êtes peut-être demandé, mais pourquoi est-ce qu'il s'acharne à ce point sur la 5G? C'est vrai qu'on a beaucoup de slides sur la 5G. Alors, la raison pour laquelle on s'acharne sur ce sujet, c'est qu'en fin de compte, c'est un sujet qui est hyper d'actualité pour plein de raisons. Hein. Il y a des gens qui décident de mettre le feu sur des émetteurs en pensant que ce sont des émetteurs 5G et en pensant que de ce fait, ils auront le Covid. Bon, ça, c'est l'actualité qui n'est pas très amusante, mais il y a une activité propriété intellectuelle qui est quand même extraordinairement intéressante, qui est en fin de compte cette confrontation entre le monde des télécommunications et le monde de l'automobile. Et cette confrontation, elle se matérialise aujourd'hui par le procès d'envergure comment dire, européenne. Et pourquoi européenne? Parce que ce sujet est sur le bureau aujourd'hui d'Ursula von der Leyen et aussi de Thierry Breton, puisque Nokia est entré en conflit avec Daimler, et que si Nokia, maintenant je crois, et Yann va nous préciser très certainement, parce que vous devez suivre ce dossier, je crois que le dossier maintenant est en appel, mais si en première instance, Nokia avait accepté de payer les garanties demandées par les tribunaux allemands, je crois que ce sont 2 lenders, eh bien Daimler aurait été sous le coup d'une injonction et n'aurait pas pu vendre ses véhicules en Allemagne. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que ça représente. Daimler, une icône, s'il y en a une de l'industrie allemande, le fleuron de l'industrie allemande, interdit de vendre ses véhicules en Allemagne à cause de Nokia. C'est quand même quelque chose, quoi. C'est quand même important comme symbole. Ça nous donne un peu une idée du problème en ce moment.
et de la confrontation qui est en train de se mettre en place, et puis de la difficulté qu'on a, en fin de compte, dans ces mécaniques de licensing qui ne marchent pas. Pourquoi elles ne marchent pas? Parce qu'il y a énormément de friction. La chose n'est pas huilée, en d'autres termes. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas huilée? Si je prends une analogie avec le droit d'auteur, quand malheureusement je dois me taper du Johnny dans l'ascenseur ou quelque part dans un supermarché, c'est pas que j'aime pas Johnny, mais enfin bon, c'est pas toujours amusant, ou même de la musique classique avec un son qui est absolument épouvantable, et bien là, il y a un paiement quelque part, sauf si évidemment les droits d'auteur sont écoulés, mais en théorie, il y a un paiement et il y a une collecte avec une société de droits d'auteur. La mécanique, elle est huilée, c'est carrément une institution, on ne se pose pas la question. Dans le domaine des brevets, on n'a pas cette mécanique. Donc, on a tout un système de standardisation, on a des grandes sociétés qui contribuent énormément de brevets tels que Huawei, d'autres, Qualcomm, Interdigital. Je suis certain qu'Orange, à un moment donné, va déclarer des brevets essentiels au standard. Et puis ensuite, toutes ces sociétés, une par une, alors soit une par une, soit dans des pools comme Avanci, elles vont demander des paiements de licence à d'autres sociétés qui implémentent ces technologies. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de régulation de cette vie économique des entreprises. Et en fait, on est dans un gigantesque chaos où beaucoup pensent qu'en fin de compte, les prix ne sont pas justes, ils sont trop élevés. Et certains pensent aussi qu'il y a beaucoup de discrimination. Donc le sujet est extrêmement chaud en ce moment et il arrive au cœur même de la pertinence de la propriété intellectuelle. Et certains, avec défiance, se disent, mais en fin de compte, la propriété intellectuelle est un sujet de déséquilibre économique, en fin de compte, crée des injustices, crée des distorsions de la concurrence entre entreprises, et donc c'est un système qu'on doit remettre en cause. Et de ce fait, on doit tous s'y intéresser, parce que si on vient du monde de la propriété intellectuelle, on doit s'intéresser à ce sujet. Voilà, c'est juste la façon que je voulais rebondir effectivement sur ces commentaires, et merci à la présentation brillante d'Yves-Marie et à celle de Charles, et c'était très chouette de vous entendre. Merci beaucoup Didier. Alors, on a deux questions qui viennent s'ajouter à cela. Donc, toujours Jean-Gustave Fédouop. Avez-vous une source documentaire qui explique le mode de calcul des 250 milliards d'euros annoncés pour la 5G? Si, c'est dans, c'est dans l'étude que j'ai citée dans la présentation. Ils ont essayé de réaliser des estimations par secteur économique. Donc, mais c'est pas nous qui avons fait ces études à non, l'écran, ou de Nokia, Ericsson, Qualcomm, PwC. Il y a pas mal de cabinets de strat, d'économie, d'évaluation qui ont fait ces calculs. Donc, nous, on les prend tels quels. Évidemment qu'il y a des sources, évidemment que des documents expliquent où ils ont trouvé ces informations, mais nous, on ne les remet pas en cause. De toute façon, ce qui nous intéresse, ce n'est pas tellement les chiffres précis, c'est les ordres de grandeur. Et les ordres de grandeur sont tout simplement énormes. Alors, est-ce qu'ils vont se réaliser? Je ne sais pas, mais les prévisions sont quand même importantes, quoi. Donc, c'est un sujet qui n'est pas prêt de s'en aller et qui, sur le plan économique, risque de continuer à faire parler de lui. Alors, une autre question, existe-t-il actuellement des déposants français de brevets 5G avec des applications dans le domaine de l'agriculture? Je vais être tenté de dire oui, mais c'est une réponse un peu de normand parce que il y en a effectivement dans le domaine du positionnement précis. D'ailleurs, nous, entre parenthèses, France Brevet, on a financé des dépôts de brevets pour le CNES. Il y a une société qui s'appelle Geoflex, entre autres, qui fait du positionnement précis pour l'agriculture. Alors, est-ce qu'on met ça dans la catégorie 5G? Je ne suis pas complètement sûr. C'est peut-être un peu un stretch, comme on dit. Mais en tout cas, il y en a, et je suis tout à fait certain que dans nos études, on doit en trouver. Yves-Marie, tu en as trouvé, c'est toi qui étais plus à la manœuvre dans les analyses dans les analyses réalisées. ouais, effectivement, dans le domaine de la 5G, ouais, tu l'as dit, et je pense que c'est pas, effectivement, c'est un stretch, mais on pourrait même citer Thales, effectivement, puisque je parlais tout à l'heure de positionnement GPS ou des tracteurs. Il y a de la communication qui va se mettre en place là-dessus, et je suis certain que les tracteurs vont avoir un petit boîtier qui leur permettra d'utiliser la 5G par satellite tout bientôt. Donc, ouais. Alors, il nous reste, je vous remercie infiniment pour vos trois présentations. Il nous reste quelques minutes et en fait, je souhaite rebondir sur ce dernier slide, en fait, et le dernier lien qui est évoqué, puisque la semaine de l'écho, donc faut-il lever les brevets sur les vaccins anti-Covid? Alors, je ne sais pas si c'était préparé à l'avance
si vous l'avez ajouté suite à la petite discussion qu'on a eue en amont, donc c'est-à-dire en amont 2 minutes avant l'ouverture de cette session. Mais justement, je profite de l'occasion et je voulais vous poser la question, Didier. Voilà, que pensez-vous de cette proposition, en tout cas de cette annonce faite par l'administration Biden quant à la levée des brevets, annonce ensuite qui a été reprise en grande pompe par les uns et les autres en France. Et puis, faut-il le préciser également, annonce à laquelle s'est opposée ouvertement Angela Merkel en Allemagne. Alors merci Yann. D'abord, on a fait cette référence parce que j'ai eu le privilège d'être interviewé par France 24 sur le sujet, dans une interview depuis mon salon, toujours chaotique dans ces conditions-là. Et puis c'est un sujet que nous, on savait on savait devenir sensible parce que c'était évident que le sujet allait dans ce sens. Et puis on a quelques intellectuels et professeurs d'université qui ont préparé d'ailleurs de très belles tribunes et de très beaux papiers sur la question de la licence d'office. Donc le sujet allait venir sur la table. Donc nous, on s'est intéressé à ça, on a beaucoup parlé, on s'est beaucoup documenté, on a beaucoup réfléchi au sujet. À mon avis, c'est une vaste bêtise. C'est bien sur le papier, c'est bien si on lit les traités, si on potasse les bouquins de droit et qu'on fait le CEPI, on se dit ouais, ben, en fin de compte, les brevets sont des barrières. Levons les barrières, allons-y, taillot au taillot, à la Welbeck, liberté totale, on est tous dans la piscine, les doigts de pied en éventail et c'est super sympa. Sauf que la réalité, d'abord, elle est tout autre. Premier élément, ce n'est pas une question de brevet. La capacité de production de vaccins. Il nous faut des usines, il faut des murs, il faut des salles blanches, il faut des techniciens, des techniciennes, des spécialistes, des ingénieurs. Je ne parle même pas de chercheurs, hein, je parle que ne serait-ce que pour produire du vaccin. Si j'ai bien compris, ce n'est pas mon métier, ce n'est pas mon domaine technique, mais ce que j'ai compris, c'est que si demain, on voulait, ne serait-ce que sous licence, avec toutes les licences en poche, hein, imaginons que toutes les licences soient signées, on est prêt, top départ, et si on voulait produire ici sur sol français, quel que soit le vaccin, hein, que ce soit de l'AstraZeneca, que ce soit du Moderna, du BioNTech, il faut à peu près 3 ans minimum pour une qualification et pour obtenir une AMM. Donc globalement, il faut un clone, il faut que toutes les conditions opératoires soient exactement les mêmes que l'usine d'origine. Et je parle d'hygrométrie, je parle de température, je parle du geste de la personne, de l'opératrice ou de l'opérateur. Donc, ce n'est pas une question de brevet, premièrement. Deuxièmement, il faut des murs, il faut des investisseurs, il faut des gens qui montent des usines. Et il suffit de s'intéresser, par exemple, au déboire du patron de SII, c'est le Serum Institute of India, c'est le plus gros producteur de vaccins au monde. Et ce monsieur a dit, il a actuellement une capacité de production de 1,5 milliard de doses de vaccins par an. Donc, il peut satisfaire la population indienne et il peut augmenter à 2,5 milliards s'il le veut. Ça suppose un investissement de 800 millions pour augmenter à 2,5 milliards de doses. Eh bien, ce monsieur a été menacé de mort en Inde et donc il a dû s'enfuir en Angleterre. Il est aujourd'hui installé en Angleterre. Il a proposé d'investir plus en Angleterre qu'en Inde. Donc, c'est une question d'investissement en fait. Ce n'est pas une question de brevet. La question, c'est de savoir où mettons notre argent et où est-ce qu'on construit des usines, en d'autres termes. Et puis, je pense qu'en fin de compte, cette question de lever des brevets, c'est plus quelque part un échappatoire et une diversion des pays riches pour ne pas faire preuve de générosité. Il faut savoir qu'on gâche aujourd'hui en France 25% du vaccin AstraZeneca. On gâche, que l'on jette. Je pense que ce serait peut-être pas mal qu'on soit un peu mieux organisé, un petit peu plus discipliné et qu'on fasse don des vaccins aux pays pauvres plutôt qu'on les perde chez nous. Et ça n'a strictement rien à voir avec le brevet. On pourrait tous d'ailleurs faire des dons et quelque part s'assurer que les pays pauvres en reçoivent. Donc la question, elle n'est pas franchement là et j'ai peur que le brevet soit aujourd'hui placé comme agneau sacrificiel d'une campagne de pub et de com qui a pour objet quelque part de détourner l'attention et de dire, bah, vous savez quoi, nous on a sécurisé des contrats vite fait, très sympas, très chouettes, d'exclusivité avec des pays producteurs, des structures de production, et puis vous, bah, ma foi, quand on sera vacciné, vous en aurez des vaccins. Mais pas maintenant. Donc on utilise maintenant les brevets pour dire, bah voilà, c'est lui le grand méchant loup. C'est en fait, c'est à cause des brevets. Alors après, il y a un élément assez intéressant. Il y a des études chinoises qui tentent de démontrer ou d'analyser qui possède les brevets sur les vaccins. Alors, il y a 4 plateformes vaccinales. C'est ça qui est compliqué. En fin de compte, cette étude, elle a l'air de dire que les Chinois en possèdent pas mal de brevets. Donc la question, s'il n'y a pas, à ma connaissance aujourd'hui, de conflit direct et majeur,
Il n'y a pas, à ma connaissance, d'action contre AstraZeneca, contre Pfizer, contre Moderna pour leur interdire de produire. Donc, ce n'est pas vraiment une question de brevet. À cet instant, ils produisent, ils vendent. D'ailleurs, les Chinois vendent à peu près partout sur la planète. Les Indiens vendent dans 170 pays, donc ils vendent partout. Par contre, il n'est pas exclu qu'un jour, les Chinois, quand la pandémie sera finie, passent auprès des sociétés comme Pfizer. Ils disent, au fait, on a oublié un détail, c'est que nous, on a des brevets sur le sujet là, et vous nous devez des redevances. Donc, comment va se faire le calcul des redevances dans une stratégie de licensing ex post, comme on aime bien les nommer? Alors, peut-être qu'il peut être tentant de se dire que, ben non, vous savez quoi, on a levé les brevets, et c'est fini, il n'y a pas de programme de licensing. Donc, je ne sais pas si c'est le play, je ne sais pas si c'est l'angle qui va être choisi, mais en fin de compte, je ne pense pas qu'on va satisfaire les besoins des plus démunis, des pays pauvres, simplement en levant des brevets. Ce n'est pas du tout la question, et ce n'est pas du tout la réponse. Merci beaucoup pour cet éclairage. Je pense qu'il est partagé quand même par une majeure partie des personnes qui s'y connaissent un tant soit peu dans le domaine de la propriété intellectuelle. D'ailleurs, je vous renvoie, le cas échéant, à une étude du Max Planck qui a été publiée aujourd'hui ou hier. Et puis, la CNCPI également a publié une tribune aujourd'hui, notamment, on peut la trouver sur les réseaux sociaux, qui se positionne bien évidemment sur cet axe selon lequel la levée des brevets n'est pas la solution idoine. Mais bon, ça s'inscrit dans une logique, et vous me pardonnerez le mot, un peu populiste, un peu dogmatique, c'est-à-dire qu'on subit maintenant depuis quand même quelques décennies une crise de légitimité de la propriété intellectuelle. C'est un nouveau coup porté à la propriété intellectuelle. C'est un bouc émissaire assez facile à atteindre. Oui. Merci Yann. Merci à vous. Sujet passionnant. D'ailleurs, ces histoires de vaccins et de brevets, je pense qu'il faut y porter une attention particulière, hein, parce que c'est, comme vous le dites, une attaque supplémentaire contre un système qu'on aime bien attaquer de temps en temps. Je crois que c'est important d'être vigilant, de publier des papiers, d'exprimer la chose, hein, et de peut-être quelquefois vulgariser, mais c'est important de sortir du bois et de parler pour la propriété intellectuelle, même si elle a des défauts. C'est une matière qui, quelquefois, peut être améliorée. Elle est quand même utile. Hein. C'est pas négligeable. Je suis entièrement d'accord avec vous. Je pense qu'il y a un devoir là, de pédagogie autour de cette question, et il est important que tous les acteurs se mobilisent justement pour faire preuve un petit peu de pédagogie auprès des médias, le cas échéant. Donc, ce que vous faites déjà avec France 24 et France Inter, si j'ai bien compris. Ouais. Bon, écoutez, en tout cas, il est 19h. On arrive au terme de ce séminaire. Permettez-moi une nouvelle fois de vous remercier infiniment d'avoir répondu positivement à notre invitation. Je pense qu'on a eu un séminaire extrêmement dense, extrêmement riche et très, très intéressant, comme on atteste les différentes questions qui ont pu être posées. Et puis, comme on atteste aussi le nombre de participants, puisqu'on a atteint le nombre de 80, ce qui est quand même un très beau score pour un séminaire comme ça, du lundi de 17h à 19h. En tout état de cause, ça sera en ligne sur la page YouTube du CEPI. Et je profite de l'occasion pour vous rappeler que le prochain événement du CEPI, c'est déjà la semaine prochaine, puisque nous avons notre traditionnelle journée d'actualité, donc consacrée à l'actualité des jurisprudences de l'Union européenne, ou plutôt plus généralement jurisprudence européenne, puisque l'OEB sera également envisagé. Donc, ça sera le 19 mai au matin et le 21 mai au matin. Vous pouvez vous inscrire via la page du CEPI. Merci encore à toutes et à tous. Merci à nos 3 intervenants et à très bientôt pour des cours peut-être au CEPI, Didier, Yves-Marie et Charles, et d'autres séminaires avec France Brevet. On est toujours prêt pour une flamme cucheux. Voilà, parfait. Donc en présentiel. Parfait. On vous attend. Merci Yann. À bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.